Un garçon aux yeux bruns et aux cheveux châtain clair s'adresse à sa passion. « Madame Élisabeth ?» On dirait qu'il veut lui offrir quelque chose. Donc c'est. Après quelques secondes, le jeune homme demande « Veux-tu m'épouser ?» Élisabeth, une fille aux yeux bleus vifs et aux cheveux blonds, est choquée par une telle offre. La blonde essaie de cacher sa confusion avec un éventail, mais ça ne marche pas très bien. Élisabeth comprend que faire attendre longtemps le jeune homme pour obtenir une réponse n'est pas très poli de sa part. La jeune fille pose l'éventail, pose sa paume fragile dans celle du garçon et lui sourit. Oui, les aristocrates présents dans la salle sont choqués par ce qui vient de se passer. Ils se murmurent avec enthousiasme « Ah, le 4e prince vient-il de proposer à Élisabeth Oslett ?» Le fait est que l'élu du prince est une simple comtesse. Certains pensent que l'épouse de l'héritier du trône devrait être une fille ayant un statut social plus élevé. Cependant, la majorité ne partage pas cette opinion. Élisabeth est une fille très belle et douce aux manières impeccables. Elle est l'incarnation même de la légèreté et de l'élégance. Ses yeux d'un bleu profond rappellent l'océan, des cheveux blonds fins qui brillent au soleil, toujours un sourire amical. Tout cela attire les jeunes aristocrates. Chambre mal éclairée. Sur une petite table se trouve un oreiller violet sur lequel se trouve une boule presque transparente à l'effigie de la jeune Élisabeth. Un rire moqueur se fait entendre. Un homme vêtu d'un uniforme blanc décoré d'or évoque au-dessus de la sphère. L'étranger regarde le 4e prince proposé à Élisabeth. « Comtesse Élisabeth Oslett ?» dit l'homme pensivement. La jeune fille a des yeux bleus pétillants. Elle raconte quelque chose à son fiancé. L'étranger pose sa main sur la balle et prononce un sort. « Peu importe combien d'hommes te proposent d'être leur épouse, je ne permettrai pas que cela arrive. » Le verre se brise. Le domaine Oslett. Il s'agit d'un bâtiment de taille moyenne à 2 étages avec un toit bleu. Autour de la maison, il y a un petit jardin avec plusieurs arbres. On peut entendre Élisabeth crier depuis le domaine. Qu'est-ce que tout cela signifie? La jeune fille tient un morceau de papier dans sa main et après quelques secondes, le jette par terre. La jeune comtesse est très en colère. Elle attrape ses cheveux et jure. Oui, maintenant Élisabeth ne ressemble plus du tout à la fille timide et amicale qu'elle était à côté du 4e prince. Au cri de la blonde, 2 servantes et la gouvernante Élisabeth, une femme potelée aux cheveux bruns, accourent. Elle demande à son animal ce qui s'est passé. Élisabeth serre le poing et lance des yeux furieux. « Je n'arrive pas à y croire. » La jeune fille dit que le baron Carme lui a récemment avoué. La blonde en était très heureuse et pensait déjà au mariage. Mais aujourd'hui, elle a reçu une lettre du baron lui proposant de partir. Élisabeth agite les mains. Il n'a même pas eu le courage de venir le dire en personne. La gouvernante sourit à la jeune fille d'un air rassurant et lui dit qu'elle ne devrait pas dire du mal des gens, peu importe à quel point ils l'ennuient. De plus, jeter des lettres par terre est un ton stupide. La servante enlève une feuille de papier. Élisabeth baisse la tête. Biljavka admet qu'elle n'a pas très bien réussi. La gouvernante propose à la jeune fille de boire du thé pour améliorer son humeur. Élisabeth est d'accord. Après quelques minutes, une autre femme de chambre amène une table avec de la vaisselle dans la pièce. La servante verse à la blonde une tasse de boisson parfumée. « Je ne pense pas que ce soit probable, » dit la gouvernante, « mais j'espère que vous ne piqueriez pas de colère si vous l'entendiez par le baron en personne. » Élisabeth répond que bien sûr, elle ne ferait pas ça. La blonde porte une tasse de thé à ses lèvres. « Je savais que je ne pourrais rien faire avec le 4e prince. Après tout, nous avons un statut différent. » Peu de temps après le divorce avec le prince, le fils du marquis de Carberin épousa une blonde, mais cette relation ne dura pas non plus longtemps. Le jeune Carberon a abandonné la blonde. La même histoire s'est produite avec le 2e héritier du comte Goldspear. Un jeune homme aux cheveux gris et aux yeux de la même couleur a dit à la jeune fille qu'il ne l'aimait pas. Puis la blonde commença à rencontrer le 3e héritier du marquis de Whitehall. Ce jeune homme était doux mais frivole. Peu de temps après le début de la communication, il a informé la blonde de son manque de volonté pour une relation. Or, la jeune fille m'était abandonnée par le fils du baron Carme. Élisabeth soupire d'agacement. Désormais, plus rien ne peut remonter le moral de la jeune fille. Ni le thé, ni son cheesecake aux fraises préférées. Élisabeth repousse la soucoupe loin d'elle. Cela arrive quel que soit leur statut ou leur famille. Ils rompent avec moi après une semaine de relation. La gouvernante écoute attentivement son élève, essayant de comprendre pourquoi tous ces élus se comportent ainsi. La voix d'Élisabeth sort la femme de ses pensées. La blonde pose la main sur sa poitrine. « Dis-moi honnêtement, je ne suis vraiment pas si jolie, ou peut-être que je ne suis pas le genre de femme qui ne sait pas communiquer avec les hommes. » Élisabeth soupire et baisse la tête. Des larmes apparaissent dans les yeux de la gouvernante que la femme s'empresse d'essuyer avec un mouchoir.
La gouvernante a pitié de son malheureux élève. En raison de divorces constants, la jeune fille a perdu confiance en elle. La femme décide de lui remonter le moral. Et elle le fait de manière inattendue et brusque. Élisabeth frissonna en entendant l'exclamation « Madame !» La gouvernante serre le poing et demande qui a osé dire de telles bêtises à la jeune comtesse. Les yeux de la femme devinrent noirs de rage. « Personne !» dit doucement Élisabeth. Elle est un peu effrayée par le comportement de la gouvernante, qui incarnait la gentillesse et le calme. La femme dit à haute voix qu'il n'y a personne dans cet empire qui puisse égaler Élisabeth. C'est vrai. L'apparence de la jeune comtesse est très attrayante et inhabituelle. De plus, la jeune fille est l'héritière d'une célèbre famille noble dont les racines remontent à plusieurs siècles. « Il n'y a tout simplement pas de meilleure épouse au monde que toi », dit la gouvernante avec enthousiasme, imaginant une blonde en robe de mariée bleue avec un bouquet de roses bleues dans les mains. La femme porte la main à sa poitrine et se tait. Les yeux d'Élisabeth pétillent. « Est-ce vrai ?» Cela ne veut pas dire que la jeune comtesse est une personne égoïste, mais elle aime les éloges. La gouvernante répond d'un ton sérieux que même si Élisabeth a quelques défauts, une semaine c'est trop court pour se séparer. La mention de nombreuses relations de courte durée blesse la blonde. L'étincelle dans les yeux de la jeune fille se transforme en tristesse. La blonde se demande encore une fois pourquoi elle n'a pas de chance en amour. La gouvernante sourit gentiment à Élisabeth. « Oubliez-les, je suis sûre que le destin vous prépare à rencontrer un homme plus digne. » Élisabeth regarde la gouvernante avec de grands yeux pendant quelques secondes, puis sourit largement. La jeune fille remercie la femme pour son soutien indispensable. Cependant, la blonde pose la tasse vide sur la soucoupe. Le chemin sera très long. Le soleil pénètre dans la pièce à travers de hautes fenêtres à ossature de chêne. La jeune fille regarde le ciel. Oui, il lui sera très difficile de trouver un bon mari, ne serait-ce que parce qu'Élisabeth ne peut pas rencontrer d'homme dont le titre est inférieur à celui du duc. La gouvernante s'intéresse à l'opinion de la blonde sur le duc Vanderbilt. Il semble à la femme qu'Élisabeth et cet homme formaient un couple idéal. Pourtant, la blonde ne le pense pas. Eh bien, de quoi tu parles? Le duc Vanderbilt est l'un des généraux les plus célèbres de l'Empire. Il n'y a personne qui ignore ses exploits. Même moi, je comprends que je suis indigne de lui, dit la blonde. Il est peu probable que le duc prête attention à la jeune comtesse, quoique très belle, si le monde entier est à ses pieds. La gouvernante est surprise par la réponse d'Élisabeth. « Vraiment? Je ne pense pas. » Élisabeth soupire. La fille ne comprend pas. La gouvernante dit cela sérieusement ou essaie juste de lui remonter le moral. Après quelques secondes, la femme dit à Élisabeth qu'elle a quelque chose à lui offrir. La blonde tourne immédiatement la tête vers la gouvernante. La jeune fille se demande ce que cette femme a en tête. Va-t-il lui proposer un autre candidat masculin? Mais non. La gouvernante sourit. Si vous êtes toujours troublée, peut-être devrais-je aller au temple et prier pour vous? Au temple? Demande Élisabeth. La jeune fille a complètement oublié qu'en face du domaine Oslet se trouve un temple d'une incroyable beauté, avec des sommets décorés d'or. Le blond regarde le bâtiment majestueux et sourit. La jeune fille met la main à la fenêtre. Pourquoi pas? Élisabeth espère que les prières l'aideront à trouver l'amour. La gouvernante dit à la jeune fille qu'elle va se rendre au temple de Melphia. Ce dieu est connu comme le patron du bonheur et de la réussite. La femme suppose qu'il sera capable de dissiper l'aura de la blonde. « Ce ne serait pas mal !» Élisabeth répond joyeusement. La gouvernante sourit. Elle est heureuse d'avoir pu, après tout, se calmer un peu et remonter le moral de sa chère dame. Soudain, la blonde se fige sur place. On dirait qu'elle a une idée. La gouvernante demande avec enthousiasme à la jeune fille ce qui s'est passé. Elle porte la main à son menton. 1 minute passe. La blonde cligna des yeux et dit à la femme qu'elle voulait aller au temple avec elle. La gouvernante est surprise par une telle envie. Auparavant, la jeune comtesse visitait à peine les églises. En plus, c'est la fin de l'année. Beaucoup de gens viennent au temple. Traverser la foule sera assez problématique. La gouvernante craint que ces visites n'enlèvent beaucoup de force à la jeune fille. La femme blonde lève son index. C'est justement ça. La femme ne comprend rien. Pourquoi sa femme se compliquerait-elle la vie? Le comportement d'Élisabeth inquiète la gouvernante. Mais tout va bien pour la blonde. La jeune fille raconte à la femme les détails de son projet. Peut-être que Dieu répondra aux prières de celui qui a enduré beaucoup de souffrances pour arriver à son temple. La gouvernante dit avec incertitude que cela semble logique. La blonde la regarde d'un air suppliant et croise les mains. La fille veut vraiment aller au temple. La femme soupire et sourit doucement. « Comme tu dis, il y aura beaucoup de monde, c'est pour ça. »
S'il te plaît, reste loin de moi et des servantes. La blonde court vers la gouvernante et la serre dans ses bras. Merci beaucoup. La femme fut quelque peu surprise par l'expression de joie de la jeune fille. Écoute, ne regrette pas ta décision. La gouvernante se libère de l'étreinte d'Élisabeth et s'approche de la porte. La femme dit qu'elle va demander laquelle des servantes pourra aller au temple avec elle. Elle quitte la pièce en fermant soigneusement la porte derrière elle. La jeune comtesse serre les poings de joie et s'exclame « Merveilleux! Maintenant je pourrai à nouveau assister au banquet. » La jeune fille regarde la pile d'enveloppes posées sur la table. La blonde se dit mentalement qu'elle veut aller au temple pour enfin retrouver un homme bien aimé qui ne la quittera pas. La jeune fille s'approche de la table et commence à trier les enveloppes. Ils ont des lettres d'invitation à des banquets. Bien entendu, il n'est pas surprenant que la jeune et belle comtesse soit convoquée à de tels événements. Élisabeth lit l'une des invitations. À propos, certains banquets sont souvent fréquentés par des princes. La jeune fille range la lettre. Elle adorerait aller à une fête aristocratique, mais elle ne peut pas encore. Le fait est que la plupart des invitations provenaient de pères blondes, de duchesses et de comtesses jolies et frivoles. Et Élisabeth sait parfaitement ce qu'ils veulent tous. Les paroles des jeunes aristocrates selon lesquelles ils aideront la blonde à se remonter le moral sont des mensonges. Ces filles veulent juste l'embarrasser. Élisabeth était souvent flirtée par des garçons que les autres jeunes femmes appréciaient. Par conséquent, il n'est pas difficile de deviner comment les aristocrates traitent une blonde. Si elle apparaît seule au banquet, on se moquera simplement d'elle. Les aristocrates n'hésitent pas à discuter de la vie personnelle d'Élisabeth. Ils feront également semblant d'avoir pitié de la jeune fille, en espérant qu'elle ne comprendra pas leurs mensonges. Élisabeth saisit furieusement la manche de sa robe. Elle ne veut pas donner aux jeunes femmes une raison d'abuser. C'est pourquoi la jeune fille veut visiter le temple bondé et y trouver un chevalier sur un cheval blanc qui pourra l'accompagner à toutes les fêtes. « Madame !» La voix de la gouvernante sort la blonde de ses rêves. La jeune fille frissonna de surprise et dirigea son regard vers la porte. Elle ne pensait pas que la gouvernante reviendrait si tôt. La femme sourit à la blonde. « As-tu déjà choisi une robe pour visiter le temple ?» Élisabeth se lève et se dirige vers la sortie de la pièce. « Je vais voir maintenant. » La blonde ne soupçonne même pas qu'un mystérieux inconnu la surveille à l'aide d'une balle magique. Un homme aux cheveux bleus, indiscipliné et aux yeux jaunes, semble choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'Élisabeth veuille visiter son temple. Pendant ce temps, la blonde a déjà choisi des vêtements pour la visite. Une robe blanche avec un nœud bleu à la ceinture. Il existe plusieurs temples dans ce pays. Tous sont situés dans des villes différentes et ont donc une apparence différente. Chaque temple porte le nom du dieu qui y vit. Dans le temple de Melphée, une magnifique structure située dans la ville d'Élisabeth, vit le dieu Melphée. Et maintenant, ce dieu est confus. Il ne comprend pas pourquoi Élisabeth est venue dans son temple. L'homme surveille la jeune fille qui, avec ses servantes et sa gouvernante, entre dans les locaux du temple. Une femme montre quelque chose à une blonde. Est-ce qu'elle soupçonnait que tous ces problèmes étaient de ma faute ? Dit Melphée, espérant que ce ne soit pas le cas. L'homme serre la boule magique avec ses mains, voulant influencer la blonde. Mais il ne peut rien faire. Melphée baisse la tête. Maintenant, il ne se sent pas comme un dieu tout-puissant, mais comme un vilain garçon pris dans un hooliganisme. Après quelques secondes, l'homme dirige à nouveau son regard vers le ballon. Peut-être que vous ne vous en doutiez pas ? Le comportement de la blonde ne semble pas étrange à Melphée. La fille, comme toujours, rit et communique gentiment avec les autres. Elle ne pense même à aucun dieu là-bas. Melphée soupire de soulagement. Désormais, la blonde est une personne ordinaire. Comme beaucoup d'autres personnes, elle s'amuse, parfois elle est triste et, bien sûr, elle souffre de l'absence d'un être cher dans sa vie. La seule chose qui la distingue des autres, ce sont ses yeux. Melphée n'avait jamais vu des yeux aussi brillants. Ils hypnotisent un homme, le séduisent. Il regarde Élisabeth et serre l'orbe avec ses doigts fins. Après quelques secondes, celui-ci commence à craquer, mais Melphée l'ignore. Désormais, il ne s'intéresse plus qu'à la jeune comtesse. Un homme aux cheveux roux entre dans la pièce. « Vous vous défendez à nouveau ?» Melphée soupire de frustration. « Elderbury !» L'homme aux cheveux noirs se lève et s'approche de l'homme. « Et tu es venu ?» Melphée a du mal à faire preuve d'hospitalité lorsqu'il est distrait de son travail. Pendant ce temps au temple, plusieurs femmes se tiennent près de la statue de Melphée. Ils sont à ce dieu, implorant au moins un peu de bonheur et de réussite pour eux-mêmes. Élisabeth les regarde. Par l'expression du visage de la jeune fille, on peut comprendre qu'elle n'est pas très satisfaite. La blonde lève les yeux avec colère et se tourne vers la gouvernante. « Nous étions parmi les pauvres, » commence la jeune fille. « Au bout de quelques heures, nous avons atteint l'hôtel des aristocrates. Mais je ne vois pas un seul garçon.
La gouvernante regarde autour de lui. Une femme voit un homme souriant prier Melfait. Non, ça ne convient définitivement pas à une blonde, trop vieux, et pas assez bien pour une beauté comme Élisabeth. Il n'y a pas d'autres hommes ici. Comme le disait la blonde, ce sont les femmes elles-mêmes qui sont venues prier pour le bien-être de leur famille, et, bien sûr, pour le leur. Ils ont tous l'air étranges, non, heureux. La gouvernante lève l'index et dit à la blonde d'un ton instructif que la plupart des aristocrates envoient leurs représentants dans les temples. « Tu n'es jamais venue ici non plus ?» ajoute la femme avec un peu de reproche. Elle n'aime pas que la jeune comtesse traite le temple comme une sorte de bal. « Ça ne change rien, » dit la blonde. La jeune fille ne croit pas qu'il n'y ait pas au moins quelques beaux hommes dans le pays qui soient si reconnaissants envers les dieux qu'ils visitent leur temple par eux-mêmes. La blonde imagine plusieurs de ces hommes et soupire d'agacement. La gouvernante lève les yeux et sourit à la jeune fille. « Nous allons donner à Dieu nos rouleaux de prière ?» La femme demande à la blonde si elle veut les accompagner. Visiter un lieu comme un temple est un événement spécial, et toutes les règles doivent être respectées. La blonde, occupée par ses pensées, regarde à nouveau dans le couloir, espérant apercevoir un bel homme. La gouvernante remarque le manque d'intérêt de la blonde pour les questions religieuses et dit que la jeune fille peut rester ici. Soudain, Élisabeth remarque plusieurs hommes en uniforme blanc. La jeune fille ouvre de grands yeux de surprise. « Chevalier, comment ne les ai-je pas remarqués avant ?» La blonde dit à la gouvernante qu'elle l'attendra ici ainsi que les servantes. La femme se dirige vers la porte qui mène à la salle des sacrifices et des messages à Dieu. Avant d'entrer, la gouvernante demande à la jeune fille de ne pas aller loin. Elle est d'accord. Dès que la porte se referme derrière les servantes et la femme, Élisabeth sourit largement. Il semble à la jeune fille que l'un des chevaliers pourra devenir un gentleman idéal pour le banquet. Élisabeth s'imagine tenir la main d'un beau jeune homme en uniforme blanc. Eh oui, la blonde est toujours une rêveuse. C'est juste dommage que ses rêves sur les hommes ne se réalisent presque jamais. Mais si vous regardez attentivement le comportement d'Élisabeth, vous comprendrez que désormais elle ne cherche pas l'amour, mais plutôt un gentleman. Une personne qui pourra l'accompagner au banquet. La jeune fille commence à examiner attentivement les chevaliers, essayant de comprendre lequel d'entre eux pourrait tomber amoureux d'elle. La blonde cligna des yeux et sourit au garçon, mais aucun d'eux ne réagit. Élisabeth n'est pas contrariée. Après tout, si elle est rejetée par les chevaliers, elle peut trouver un prétendant parmi les fidèles ou même parmi les prêtres. Certes, ce n'est pas un fait que ces derniers accepteront d'aller au banquet. La blonde croise les mains dans un geste de prière. « Je t'en supplie, Melfait. » La jeune fille regarde le plafond. Les yeux d'Élisabeth sont pleins d'espoir. Elle est prête à tout pour que quelqu'un tombe amoureux d'elle. La jeune fille demande à Melfait de partager sa chance avec elle. Après tout, ce n'est pas une tâche si difficile pour un grand Dieu, n'est-ce pas? Élisabeth sourit, espérant gagner la faveur de Dieu. Mais l'effet renifle. Les demandes d'Élisabeth et son désir de trouver un prétendant l'irritent. La patronne du bonheur a déjà des projets pour la jeune blonde. Il ne veut pas que cela tombe entre les mains d'un imbécile. Entendu. Le sureau distrait l'homme de la contemplation d'Élisabeth. Le dieu aux cheveux roux rappelle à Melfeef que la blonde lui a demandé de partager sa chance. Mais je sais. La présence du sureau agace la patronne du bonheur. Les cheveux noirs lui suggèrent de retourner à sa tempe. Les croyants y attendent probablement le dieu aux cheveux roux. Mais Elderbury s'en fiche. L'homme dit qu'il a un autre travail. En général, l'homme aux cheveux roux, malgré son apparence brillante, donne l'impression d'un dieu prudent. Je réviserai dûment les prières qui m'ont été offertes et remplirai mes devoirs de dieu de la guerre. Elderbury parle à Malfif de ses projets. Il pointe ensuite du doigt l'homme aux cheveux noirs et dit qu'il a un problème avec la tête. Le patron du bonheur frémit de surprise. Elderbury réprimande l'homme pour avoir regardé Élisabeth lorsque des foules de gens viennent quotidiennement à son temple avec leurs pétitions. Melfait ne sait pas quoi dire. « N'as-tu pas oublié tes devoirs ?» Elderbury clignote des yeux avec colère. Il est très mécontent du comportement du patron du bonheur. Oui, Malfait n'avait jamais été du genre à prendre des responsabilités. Mais maintenant, désormais, son comportement dépasse toutes les frontières. Larousse dit à l'homme que les dieux devraient écouter les prières des simples mortels et ensuite leur envoyer des bénédictions. Elderbury saisit le col du costume de Malfait avec sa main. « Et qu'est-ce que tu fais ?» L'homme espère que le dieu du bonheur cessera enfin de planer dans les nuages et commencera à faire son travail. Mais pour cela, une simple conversation pédagogique ne suffit pas. Malfait a encore besoin d'avoir un peu peur, et Larousse le sait. « Utilisez votre pouvoir pour ruiner la relation d'une fille », s'exclame-t-il.
Elderbury dit qu'il a honte d'être l'ami d'un tel dieu. Malfait prend la main de l'homme et lui lance un regard mécontent. Et alors? Le brun se gratte l'arrière de la tête et dit au roux qu'il est plus bruyant que d'habitude aujourd'hui. Elderbury s'indigne. Je viens de dire tout ce que je gardais à l'intérieur. Ces derniers temps, Malfait se comporte vraiment étrangement. Il ne communique pratiquement avec personne, ne répond pas aux souhaits des fidèles, surveille Élisabeth jour et nuit. Il est intéressant de noter que lorsque cette fille était une déesse, l'homme ne lui prêtait aucune attention. Pendant ce temps, Élisabeth parle à un beau chevalier. Malfait détourne le regard. Elderbury croise les bras sur sa poitrine et soupire. Elle aurait dû descendre du ciel et devenir une mortelle, puisque tu t'intéresses à elle. Malfait se tourne à nouveau vers son ami. Le brun est en colère parce que Sureau a réussi à le mordre. Finalement, Malfait cède. Je ne peux vraiment pas la quitter des yeux. Le roux pose la main sur la table. Je n'ai même pas eu besoin d'interroger. Elderbury est heureux que son ami ait maintenant admis qu'il avait des sentiments pour Élisabeth. C'est ainsi que se comportent les adultes et les personnes adéquates, ou plutôt les dieux. Cependant, il semble que nous avions tort. Malfait ne va rien avouer. Il dit qu'il regarde juste la déesse. L'homme est convaincu qu'Élisabeth doit être contrôlée. En quelques mois, cette jeune fille est tombée amoureuse de 5 garçons. Malfait dit qu'elle a besoin de ses soins. Elderbury se rend compte que son ami ne fait que trouver des excuses. L'homme aux cheveux roux dit que si Malfait n'était pas intervenu, la jeune comtesse aurait choisi un garçon. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs pétillent. On dirait qu'il va s'en prendre à Elderbury maintenant. La rousse s'empresse de changer de sujet. Il dirige son regard vers l'orbe magique et dit que la vie de déesse de la blonde a laissé des traces. Les gars la courtisent constamment. Par exemple, maintenant la fille dit quelque chose au chevalier. Le gars, charmé par la beauté d'Élisabeth, lui sourit largement. Il raconte une blague à la blonde. Elle rit gentiment. Malfait tourne brusquement la tête en direction du ballon. L'homme hausse les sourcils. Il n'a été distrait qu'un instant, et la fille avait déjà attrapé quelqu'un. Le patron du bonheur examine le chevalier. Un grand jeune homme aux cheveux noirs tressés en tresses et aux yeux gris dans lesquels dansent des diables. Oui, ce chevalier est vraiment beau, comme tous les anciens Élisabeth. Le blond lui touche la main. Malfait saisit l'orbe magique à 2 mains. L'homme aux cheveux noirs tremble de rage. Il ne comprend pas pourquoi une blonde ne peut pas simplement profiter d'une vie luxueuse sans tomber amoureuse d'aristocrates flamboyants. Il semble à Melfeff que s'il n'était pas intervenu à temps, toutes ces filles bien-aimées lui auraient fait du mal. Le verre fin de la boule magique commence à se fissurer. Mais ce sont de petites choses. Melphéus va le réparer. Désormais, l'homme s'intéresse beaucoup plus à l'interlocuteur Élisabeth. « Et toi, mon garçon ?» Malfait se tourne vers le chevalier. « Tu ferais mieux d'arrêter. » Dieu remarque l'étincelle dans les yeux de la blonde. L'homme aux cheveux noirs sourit d'un air menaçant et dit au jeune homme qu'il sera condamné s'il n'arrête pas de flirter avec la jeune comtesse. Le jeune homme aurait quitté Élisabeth immédiatement si les menaces du Dieu Tout-Puissant étaient parvenues jusqu'à lui. Cependant, il ne peut pas entendre Malfait. Le chevalier porte la main à sa poitrine. Au bout d'une seconde, il se met à rire. Il semble qu'Élisabeth ait pris possession de son cœur. Enragé, Malfait dit qu'il fera personnellement de la vie du garçon un enfer. Dans le temple, Élisabeth se tient les yeux fermés non loin de l'autel. La jeune fille est très satisfaite du résultat de la communication avec le noble chevalier. Il s'est avéré si gentil et galant. Après quelques minutes, la gouvernante et les servantes reviennent de la salle de prière. « Madame, » dit la femme en souriant, « vous êtes de bonne humeur. » Élisabeth répond que c'est effectivement le cas. La gouvernante, les servantes et la blonde se dirigeant vers la sortie du temple. Il semble que beaucoup de temps s'est écoulé. Le nombre de personnes dans le sanctuaire a diminué. Élisabeth scintille avec ses yeux bleus, croise les mains dans un château et dit à la gouvernante qu'elle a trouvé le gentleman parfait pour elle. Intelligent, courageux, poli et instruit, tous ces traits sont réunis en une seule personne. Oui, le chevalier du temple semble être un très bon parti pour la blonde. Élisabeth, les servantes et la gouvernante retournèrent au manoir Oslet dans la soirée. La route vers le temple et retour a fatigué la blonde, alors maintenant la fille se repose dans l'une des chambres. Élisabeth est assise sur une chaise près de la cheminée. La jeune fille réchauffe ses jambes bronzées après un long séjour au froid dans un petit bain. Une gouvernante s'approche de la blonde avec une serviette à la main. « Alors, tu as rencontré le chevalier du temple ?» demande la femme Élisabeth. « Oui », sourit rêveusement la jeune fille. « Il s'appelle Mouchouk. C'est un jeune homme très sympathique. » Lorsque la fille a proposé à ce gars de l'accompagner au banquet, il a accepté avec joie. Heureusement pour Élisabeth, il s'est avéré qu'il n'était pas un chevalier ennuyeux, mais un jeune homme qui aime diverses activités.
La gouvernante demande à la blonde si elle envisage de rencontrer Mouchouk. La jeune fille dit qu'elle va juste assister au banquet avec lui. Cependant, peut-être qu'ils deviendront un couple plus tard. Bilyavka n'en est pas sûre, elle ne construit donc pas de château dans les airs dans son imagination. La fille plisse les yeux gentiment. Après quelques secondes, elle se lève d'un bond et dit à la gouvernante qu'elle souhaite se rendre au goûter du réveillon du Nouvel An au palais impérial. Élisabeth demande à la femme de lui préparer des vêtements. La gouvernante est surprise par la décision de la jeune fille. Il y a quelques jours, la blonde a ignoré les invitations même de ses amis les plus proches, et aujourd'hui, elle se rend au palais de l'empereur. « Êtes-vous sûre ?» demande la femme Élisabeth. « Je pensais que vous ne vouliez pas assister à des événements comme celui-ci à cause de vos pères. » La blonde se mouille les pieds sur une serviette moelleuse. La fille dit que c'était le cas, mais maintenant elle a un petit ami, donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Élisabeth tient une mèche de cheveux dans sa main et fait briller ses yeux triomphalement. La blonde est fière d'avoir pu trouver un petit ami en si peu de temps. Elle s'assoit sur une chaise pour que la gouvernante s'essuie les pieds. La femme dit qu'elle ne comprend pas le comportement d'Élisabeth. « Avez-vous si honte d'apparaître en public sans gentleman ?» demande la gouvernante à la blonde. « Pourquoi ne pas demander au jeune monsieur de vous accompagner? Il n'y a rien de tel ici. » La jeune fille fronça les sourcils et pinça les lèvres. Elle dit à la gouvernante qu'elle ne comprend rien. White, le frère de la jeune comtesse, est la dernière personne au monde avec qui une fille irait à un banquet. D'ailleurs, tous les aristocrates se moqueront d'elle. Bilyavka décide d'expliquer à la gouvernante ce qu'est un banquet aristocratique. C'est un véritable champ de bataille pour les demoiselles. La beauté, l'origine, la manière de parler, l'attitude envers les autres sont autant de critères d'évaluation des femmes aristocratiques. Qui évalue? Bien sûr, les jeunes messieurs et leurs riches parents. Chacune des filles essaie de se montrer du meilleur côté. Et de quoi Élisabeth peut-elle se vanter? Le fait qu'elle ait été larguée par 5 gars? Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? En d'autres termes, voulez-vous changer la façon dont vous vous percevez? Il semble que la gouvernante ait compris pourquoi Élisabeth essayait si désespérément de se trouver un prétendant. La jeune fille cligne des yeux et dit que son frère White est bien sûr très populaire parmi les jeunes femmes aristocratiques. Mais aller au banquet avec lui n'est pas la meilleure option. Les filles bavardent sur Élisabeth et se moquent d'elle. Par exemple, elle est tellement malchanceuse en amour qu'elle a amené son frère à l'événement. Élisabeth se sentit malade en imaginant les looks de ses rivales. La jeune fille serre les poings et dit qu'elle ne permettra en aucun cas cela. La blonde a l'air timide, mais en fait elle aime vraiment être au centre de l'attention. Elle est habituée à ce que tout le monde, femmes et hommes, admire sa beauté. Une fille ne veut pas perdre son air extatique simplement parce qu'elle n'a pas de petit ami. Élisabeth s'efforce de rester aussi élégante et incroyable aux yeux des autres. « Je ne peux pas laisser des filles envieuses salir mon honneur », dit la blonde. La jeune fille va prouver aux aristocrates qu'elle peut trouver un mari digne. C'est pourquoi trouver un partenaire pour le banquet est une partie importante de la préparation de l'événement. Élisabeth pose la main sur sa poitrine et sourit gentiment à la gouvernante. La femme soupire. « Eh bien, ta vérité !» La blonde serre le poing de joie et ses yeux pétillent. La jeune fille est heureuse que la gouvernante, une personne qui lui est chère, l'ait comprise. La femme sourit à Élisabeth. « C'est l'heure de dormir, je suis sûre que tu es très fatiguée aujourd'hui. » C'est vrai. Le chemin vers le temple et retour, comme nous le savons déjà, était assez difficile pour la jeune comtesse. Néanmoins, la jeune fille qui a voyagé toute sa vie dans des voitures luxueuses n'était pas habituée aux longues promenades. La blonde fait signe à la gouvernante et lui souhaite une bonne nuit. Une femme marche lentement dans le couloir. Et pourtant, je me demande pourquoi tous les hommes ont rompu si vite avec les femmes. Il n'y a aucune raison valable à cela, pense la gouvernante. Elle s'approche de la fenêtre et regarde le ciel. Quoi qu'il en soit, la femme espère que le chevalier Mouchouk ne quittera pas la blonde, comme les autres aristocrates qu'elle a rencontrés. Pendant ce temps au temple, le sol de la pièce est couvert de sang. Mouchouk, l'élu de la jeune Élisabeth, a été blessé à l'épaule avec une épée. Parubik est choqué. Il ne comprend pas comment cela a pu arriver. Mouchouk s'installe sur le sol. D'autres chevaliers se précipitent immédiatement vers lui. L'un d'eux, un garçon aux cheveux roux foncés, se tourne vers la recrue effrayée. « C'est toi qui as fait ça ?» La raison d'une telle agression de la rousse est claire. Après tout, c'était cette recrue qui était à côté de Mouchouk quand tout s'est passé. Le garçon dit qu'il n'a pas touché le chevalier. Il marchait juste. Ils discutèrent des événements du temple, des filles et des banquets. Soudain, les cordes qui retenaient les aisselles de Mouchouk se sont brisées. L'épée du chevalier aux cheveux noirs tomba au sol. Et puis il s'est élevé au-dessus du sol et a volé vers Mouchouk.
Le chevalier était tellement choqué qu'il n'eut même pas le temps de se retirer. La lame de l'épée lui transperça l'épaule. Le roux attrape la recrue par le col de son costume. « Tu crois que je vais croire à ce délire ?» Il y a des larmes dans les yeux du garçon effrayé. Il ne sait pas comment lui prouver son innocence. Heureusement pour lui, Mouchouk lui-même intervient dans la conversation. Le chevalier, serrant avec sa main la blessure sur son épaule, dit à l'homme aux cheveux roux que l'histoire de la recrue est vraie. L'épée m'a traversé et a rebondi sur le sol. L'homme aux cheveux noirs bouge à peine la langue, mais continue de dire « Il n'est coupable de rien ». La nouvelle recrue regarde la rousse avec de grands yeux. Il lâche le chevalier et s'approche de son camarade blessé. Après tout, ce n'est pas le moment des querelles. Vous devez sauver Mouchouk avant qu'il ne meure à cause d'une perte de sang. Le chevalier blond, qui était assis à côté du brun pendant tout ce temps, dit que le blessé devrait être emmené à l'infirmerie. Melfay surveille les chevaliers. Oui, l'incident de l'épée était de sa faute. Dieu met le doigt sur la solution miracle. Il dit que ce n'est que le début. Tu vas sûrement regretter, les yeux de Malfait brillèrent d'un feu méchant, d'être entré en contact avec Élisabeth. Peu importe à quel point le patron du bonheur est rêveur et distrait, il tient ses promesses. Nous sommes à nouveau transférés au temple. Les chevaliers s'approchent de l'infirmerie, mais la porte de la chambre est fermée. Tous les médecins sont partis quelque part. Un petit garçon aux cheveux blonds foncés en parle au chevalier. L'homme aux cheveux roux crie, comme si le règlement prévoyait qu'au moins une personne doit rester en place. Le garçon, mort de peur à la vue du sang et de la pression du redoutable chevalier, se met à pleurer. À travers des sanglots, il raconte que tous les médecins ont été emmenés par des gens du palais. Le chevalier blond soupire d'agacement. Quel échec! Mouchouk serre les dents, essayant de ne pas crier de douleur. La recrue demande au garçon s'il peut soigner les blessés. Le roux répond d'un ton coupable qu'il est un étudiant qui ne sait encore rien. Le chevalier aux cheveux roux se penche vers le garçon. Mouchouk peut-il au moins se reposer sur l'un des lits? L'étudiant dit que l'abbé du temple emportait avec lui toutes les clés de la chambre. L'homme aux cheveux roux ne se retient pas et commence à crier que dans un tel cas, il va simplement donner un coup de pied à la porte. Le garçon le supplie d'arrêter. Mouchouk soupire lourdement. Il se tourne mentalement vers Melfay. « Oh, Tout-Puissant, dis-moi, où ai-je péché ?» Soudain, quelque chose semblable à l'illumination envahit le garçon. Il ouvre grand les yeux. Une image d'Élisabeth apparaît dans la tête de Mouchouk. « Je ne suis pas digne d'être avec la jeune comtesse, » dit le jeune homme. Après cela, Mouchouk commence à tomber. Les chevaliers tentent de le retenir, mais en vain. Le jeune homme a perdu le contrôle de son corps. « Volez !» crie la rousse. Le chevalier blessé tombe au sol. Très bientôt, la conscience le quittera. Bilyavaï et la recrue demandent à Mouchouk de tenir le coup. La rousse demande à l'étudiant s'il y a une couverture ici. Il veut réchauffer les blessés. Pourtant, le sol du temple est assez froid. Mouchouk marmonne quelque chose dans sa barbe dans un état à moitié conscient. Il est lié à la jeune comtesse. Le jeune homme suppose que la rencontre avec Élisabeth l'a privé de chance. Les yeux du chevalier blessé se ferment lentement. Sa conscience tombe dans l'abîme. Matinée au manoir Oslet. La chambre d'Élisabeth. La jeune fille ouvre grand les yeux, on dirait qu'elle a fait un cauchemar. La blonde s'assoit sur le lit, essayant de se remettre. Son cœur bat à un rythme fou. Avec horreur, la jeune fille a vu Mouchouk blessé, il avait l'air très crédible. Et ça fait peur à Élisabeth, effrayant au frisson. La jeune fille se lève brusquement. « Je dois visiter le temple » dit la blonde. Elle décide de le faire tout de suite, sans attendre le réveil de la gouvernante. La blonde sort sur le balcon. Le soleil du matin illumine les maisons et les immeubles. Il n'y a personne dans la rue. La plupart des gens dorment encore paisiblement chez eux. Élisabeth attrape une branche avec ses mains et retire soigneusement ses pieds de la balustrade. « L'essentiel est de ne pas tomber » dit la fille. Bilyavka descend lentement le grand arbre. Au bout de quelques minutes, elle est au sol. La jeune fille soupire de soulagement. Elle a pu quitter le domaine sans réveiller personne. Il ne reste plus qu'à atteindre le temple lui-même. La jeune fille sent dans sa poche un petit sac noué avec une corde noire. Élisabeth l'emporte toujours avec elle. La jeune fille garde de l'argent dans son sac au cas où. Il ne peut rien arriver. La jeune comtesse s'approche tranquillement de la sortie du domaine et ouvre la lourde porte en fer. Heureusement, la jeune fille avait une clé. La blonde court dans les rues de la ville. Elle est très inquiète pour Mouchouk. Quelque chose dit à la jeune fille que son rêve n'était pas du tout un rêve, mais une véritable vision. Environ une demi-heure plus tard, Élisabeth court vers le temple de Melfay. De l'extérieur, ce bâtiment ressemble à d'habitude. La blonde s'approche de la femme de ménage. « Dis-lui bonjour. »
De plus, la femme de ménage indique à Élisabeth où se trouve la salle des prières du matin. « Merci, Biliavka. » Elle se mord la lèvre. La jeune fille se sent toujours anxieuse. Élisabeth entre profondément dans la salle de prière. Là, elle voit plusieurs chevaliers templiers. Ils rougissent lorsqu'ils croisent le regard de la jeune comtesse. Mouchouk n'en fait pas partie. Melfait, le saint patron du bonheur et de la bonne fortune, utilise à nouveau son orbe magique pour veiller sur Élisabeth. Il est, pour le moins, choqué quand il voit ce que la jeune fille trouve dans sa tempe. L'homme pose ses mains sur la table. Qu'est-ce qu'elle fait là à un moment pareil? « Vous avez déjà commencé à halluciner, » dit Elderberry à un ami. « Pourquoi vient-elle au temple si tôt? »« Non, c'est la vraie Élisabeth. » Malfait répond. La jeune fille regarde autour d'elle, espérant toujours voir Mouchouk parmi les chevaliers du temple, ou du moins savoir si quelque chose lui est arrivé. Pendant ce temps, Melfait se demande pourquoi il est venu au temple avec Élisabeth. « Elle n'est pas vraiment ma fidèle disciple, » dit-il dans son esprit. Soudain, les yeux de Malfait s'écarquillèrent. Il suppose que la jeune fille a décidé de visiter le temple pour le bien de Mouchouk. La seule question est de savoir comment elle a compris que quelque chose n'allait pas chez le brun. L'homme lève les yeux avec colère. Il a tellement essayé de protéger Élisabeth de ce type. Il a même pénétré l'esprit de Michoc et lui a assuré qu'il n'était pas digne d'Élisabeth. Mais la blonde continue de chercher l'aventure et de s'exposer au danger. Malfait serre les dents de rage, réfléchissant fébrilement à la façon d'empêcher Mouchouk et la fille d'avoir une jolie conversation. L'homme regarde l'orbe magique et voit que le chevalier blessé est allongé sur un lit d'hôpital. Il n'a toujours pas repris connaissance après l'incident nocturne. Et ce n'est que pour le bénéfice de Melfeyev. Faire quelque chose avec un homme inconscient sera assez facile. L'homme examine attentivement la pièce dans laquelle se trouve le blessé. La porte attire le patron du bonheur. Melfait décide de briser la serrure. Une seconde et un léger grincement de la porte se fait entendre. L'homme s'est facilement acquitté de cette tâche. Malfait regarda le garçon, vérifiant qu'il était inconscient. Le chevalier ne bouge pas. « Bien !» dit le patron du bonheur. Il sort de la poche de son costume une petite pochette violette, faite d'un tissu de qualité. Il a un seau en forme de visage effrayant. Malfait tire sur la corde tout en souriant méchamment. Au bout d'un moment, une vapeur violet foncé, presque noire, s'échappe du sac. L'homme la dirige vers la solution miracle. « Comme ça ?» dit l'homme. Melphéus a eu cet étrange couple dans le monde des démons. Elle doit pénétrer dans la conscience du chevalier inconscient et lui faire horreur. Dans ce cas, même si Élisabeth parvient à entrer dans la pièce, Mouchouk ne se réveillera pas. Il sera tourmenté par des petits lutins qui seront formés d'un couple démoniaque. Ainsi, la jeune comtesse quittera le temple sans rien. Melfait est fier de son projet. L'homme décide de voir comment va sa chère Élisabeth. Il ouvre grand les yeux lorsqu'il aperçoit une blonde marchant dans le couloir du temple, avec un prêtre aux cheveux noirs. Il lui parle de Mouchouk. Un homme aux cheveux noirs et une fille s'approchent d'une des pièces. Le chevalier, incapable de détourner son regard admiratif de la blonde, touche la poignée de la porte. « Mouchouk repose ici !» La jeune fille remercie son guide. Malfait tient un sac de poussière dans sa main. L'homme est en colère contre Élisabeth parce qu'elle a parlé au prêtre aux cheveux noirs. Pendant ce temps, la blonde tente d'ouvrir la porte cassée. Malfait remarque que le chevalier guide l'a quittée, alors elle décide d'arrêter de regarder pendant quelques minutes. Désormais, le patron de la guerre a des choses plus importantes à faire. Il devrait inscrire le nom de la personne brune avec qui la blonde vient de parler, dans sa liste noire. Malfait ajoute tous les hommes qui courtisent la jeune comtesse ou même simplement la regardent. Soudain, la patronne du bonheur entend l'exclamation joyeuse de la blonde. « La porte est ouverte !» Dieu tourne la tête vers la boule magique et voit Élisabeth remercier le prêtre d'avoir pu réparer la porte. Le garçon rougit devant les paroles chaleureuses de la fille. Malfait appuie si fort sur le stylo que l'encre s'étale sur toute la page. « D'abord les chevaliers et maintenant le prêtre ?» s'exclame l'homme avec colère. Il est agacé non seulement par la naïveté de la jeune comtesse, mais aussi par le comportement de ses sujets. Autrefois, il jurait allégeance à Dieu, mais maintenant il court après la jupe d'Élisabeth. Malfait serre les dents de rage. « Ne t'approche pas de lui !» crie le patron du bonheur à la jeune fille lorsqu'elle entre à l'infirmerie. Mais la jeune comtesse n'entend pas Malfait. Sans se douter de rien, elle s'assoit près du lit du chevalier. La fille baisse la tête et dit doucement « Mon Dieu, je ne peux pas croire que tu sois si gravement blessée. » Élisabeth se sent coupable de l'état du jeune chevalier, même si elle-même ne sait pas pourquoi. Mouchouk gémit doucement. Les monstres ne lui donnent pas la paix. Le garçon voit l'horreur, mais il ne peut pas se réveiller. Élisabeth est vraiment désolée pour le jeune homme. La fille l'aiderait volontiers.
Le seul problème, c'est que la blonde ne sait pas comment s'y prendre. Soudain, un démon remarque Elisabeth. Il sourit sinistrement. Le mal va attaquer la fille. Biliafka, en revanche, continue de rester sur place sans se douter de rien. Malfait crie au diablotin de ne pas sauter sur Elisabeth. Cependant, il n'écoute pas le patron du bonheur. Alors que les créatures s'approchent des cheveux de la jeune fille, Malfait crie fort. « Stop, qui a dit ?» Il ne veut pas que les monstres touchent la blonde, car elle serait alors tourmentée par des horreurs. Tout comme Mushuka. Le patron du bonheur ne peut pas permettre que cela se produise. Il ouvre le sac et, à l'aide d'une sorte de sort, chasse le démon de l'infirmerie. Lorsqu'ils furent dans le sac, Malfait soupira de soulagement. Dieu est un peu déçu que Mushuk se réveille bientôt et commence à parler à Elisabeth, mais rien ne peut être fait. Dans tous les cas, il vaut mieux pour la blonde échanger quelques mots avec le chevalier que de subir des horreurs. Mushuk commence à secouer la tête. De cette façon, le garçon se débarrasse des restes de rêves désagréables. Après quelques secondes, il ouvre les yeux. Parubok ressent une douleur à l'épaule, mais elle n'est plus aussi insupportable qu'immédiatement après la blessure. « Monsieur Mushuku ?» Elisabeth remarque que le chevalier a repris conscience. « Comment te sens-tu » Au regard de la jeune fille, on comprend qu'elle s'inquiète vraiment pour le jeune homme. Et pas seulement parce qu'il est peu probable qu'il puisse tenir sa promesse concernant le banquet. Non, Elisabeth a juste bon cœur. Le chevalier demande à la jeune fille ce qu'elle fait ici. Le jeune homme s'assoit sur le lit et saisit immédiatement son épaule bandée. La blessure se fait sentir. Le gars serre les mâchoires de douleur. Il espère que la jeune fille n'a pas remarqué sa faiblesse. Mais ce n'est pas le cas. Elisabeth, excitée, avance la main. « Ne vous surmenez pas, désolé !» dit confusément le jeune homme. Il y a un silence dans la pièce. Après quelques secondes, Mushuk reprend ses esprits et dit à la jeune fille que, malheureusement, il ne pourra pas l'accompagner au banquet dans cet état. Elisabeth ouvre grand les yeux et se fige sur place. « Encore !» lui traverse la tête. La jeune fille devina qu'il était peu probable que le jeune homme blessé aille vers l'ouest, mais ses paroles la blessaient toujours. Plus précisément, pas ses paroles, mais la répétition de l'échec amoureux. La jeune fille baisse les yeux un instant. La blonde est désespérée. Peu importe à quel point elle essaie de trouver un gars bien, tout se termine de la même manière. Mais la jeune fille ne va pas montrer ses émotions à Mushuk. Après tout, cela pourrait le contrarier, ce qu'Elisabeth ne veut pas du tout. Elle sourit au jeune homme et lui souhaite un prompt rétablissement. De plus, la jeune fille dit qu'elle ne peut pas s'inquiéter du banquet. Malfait, comme d'habitude, regarde la fille. Désormais, le patron du bonheur est de bonne humeur. L'homme serre les poings sous l'effet de la joie et cligna des yeux. Oui, -1. Malfait est heureux d'avoir pu protéger Elisabeth d'un autre bel imbécile. Soudain, Elderberry fait irruption dans la pièce. Il court vers son ami et se cogne la tête contre la table de toutes ses forces. Qu'est-ce qu'il y a, sans doute? Le brun crie. 20 minutes plus tard. Malfait colle un pansement sur le front affecté. Ça fait mal. L'homme ne comprend pas vraiment pourquoi Elderberry le traitait ainsi. Eh bien, oui. Malfait suivait constamment Elisabeth, mais cela ne concernait pas la rousse. L'homme dit à Elderberry qu'il serait bien d'apprendre à contrôler son pouvoir. Qui aurait pensé? Aux yeux du dieu de la guerre, un feu maléfique s'allume. Peu importe la puissance de votre dieu, si les serviteurs découvrent ce que vous faites, vous serez finis. Les serviteurs sont des êtres qui suivent les dieux et rendent compte de leur travail au dieu principal. Malfait dit que personne ne saura rien, à moins, bien sûr, que Elderberry lui-même ne le dise. « Idiot !» s'exclame la rousse. « Si vous allez trop loin, ils devineront tout eux-mêmes. » Elderberry dit à l'homme qu'Elisabeth est la cause de tous ses problèmes. À cause de cette jeune comtesse, il ne peut pas travailler normalement. Elderberry propose à l'homme aux cheveux noirs de donner la paix à la jeune fille. Pour autant, elle n'est plus une déesse. La blonde est devenue humaine parce qu'elle a été expulsée du ciel. « Et alors ?» demande Malfait. « Pensez avec votre tête. Ils ne l'ont pas tuée comme ça. » L'homme aux cheveux roux est agacé par le comportement de son ami. Il semble que la fille ait capté non seulement l'attention de Malfait, mais aussi son esprit. En principe, ce n'est pas du tout surprenant. Quand la blonde était une déesse, elle avait son propre fan-club. Avant le bannissement d'Elisabeth, le dieu suprême a reçu un tas de lettres demandant de laisser la jeune fille au paradis. Malfait demande avec impatience au roux à quoi il veut en venir. Elderberry soupire d'exaspération. Notre gracieux Seigneur a envoyé Elisabeth sans pitié dans le monde des hommes. Les supplications des autres dieux de ne pas faire cela n'ont pas arrêté le Seigneur. Le roux croise les bras sur sa poitrine et dit qu'il n'a jamais vu le Dieu suprême aussi en colère. Le bannissement d'Élisabeth était et reste l'un des plus grands mystères du ciel.
Si je ne me trompe pas, on ne sait toujours pas pourquoi elle a été expulsée, dit Elderbury. Melfay est d'accord avec son ami. Même si le patron du bonheur ne s'intéressait pas à la vie d'Élisabeth la déesse, il ne s'opposerait pas à découvrir ce qu'elle faisait. Mais le Dieu suprême n'a rien expliqué à personne. Il dit seulement que la blonde avait enfreint une des lois du ciel. Et malgré ça, l'homme aux cheveux roux met ses mains sur sa taille. Tu continues à t'immiscer dans ses affaires, au péril de ta propre carrière. Mais j'ai compris. Melfeff en avait assez des conférences du roux. L'homme veut que le dieu de la guerre sorte d'ici et n'interfère plus avec ses affaires. Mais Elderbury n'est pas pressé de quitter son ami. Il s'approche de Malfay et l'attrape par les cheveux. Compris, dites-vous? Alors pourquoi a-t-il rallumé sa balle magique, hein? Le roux montre les parchemins soigneusement pliés sur la table voisine et rappelle à Melfeff qu'il a un travail plus important que de contrôler la vie d'Élisabeth. Le brun doit répondre aux demandes de ses sujets. Et plus tôt Malfay le fera, mieux ce sera. Dans quelques jours, il doit se présenter à l'évêque. Malfay se frappe le front avec sa main. À l'expression confuse du visage de son ami, Elderbury comprend qu'il a oublié les rapports et ses fonctions en général. L'homme aux cheveux noirs essaie de faire comme si ce n'était pas du tout le cas. « Je peux au moins maintenant rendre compte de mon travail », dit l'homme. Cependant, Malfay est un mauvais acteur. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs le trahissent. « J'ai eu tort. » Le sureau est toujours aussi sérieux. L'homme aux cheveux noirs se rend compte qu'il a été mordu, mais continue quand même à jouer le rôle. « De quoi tu parles ?» Elderbury s'approche de l'homme. « J'espérais que vous reprendriez vos esprits et que vous commenceriez à travailler. » Le dieu de la guerre est très en colère contre son ami. Au bout de quelques secondes, la rousse explose de colère. « Mais ton comportement ne fait qu'empirer. Regarde-toi, tu es devenu fou avec cette Élisabeth. » Elderbury prend la boule magique du brun dans ses mains et s'approche de la fenêtre. « Gay, qu'est-ce que tu vas faire ?» Malfay n'est pas une blague effrayée par les paroles et les actions de l'homme aux cheveux roux. Le dieu de la guerre lève la main avec une balle au-dessus de la tête. Il dit qu'il aide Melphéus. Elderbury veut se débarrasser de ce qui a rendu son ami si irresponsable. L'homme brun se précipite aux pieds du dieu de la guerre. « Stop, s'il te plaît, votre lancer brisera la balle en morceaux. » Le roux dit à l'homme qu'il s'arrêtera s'il prend un bain. De plus, une personne aux cheveux noirs devrait raser sa barbe et nettoyer sa chambre. Le patron du bonheur accepte à contre-cœur de répondre aux demandes de son ami. Marché. Les vendeurs essaient de vendre leurs produits de la manière la plus rentable possible aux travailleurs concernés. La foule, le bruit, l'odeur des corps humains en sueur. Telle est l'atmosphère de ce lieu. La jeune comtesse est là aussi. Plusieurs heures se sont écoulées depuis la conversation de la jeune fille avec le chevalier. Mais la blonde n'est pas pressée de rentrer chez elle. Quoi qu'il en soit, la gouvernante a dû déjà remarquer qu'elle s'était enfuie. Élisabeth peut déjà imaginer à quel point la femme a été effrayée et en colère lorsqu'elle a vu que le lit de son animal était vide. La blonde est triste car un autre monsieur l'a quittée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La fille se pose encore une fois cette question. Les échecs constants ont vraiment rendu Élisabeth très précaire. Le cri de quelqu'un sort la jeune fille de ses pensées. « S'il vous plaît, excusez-moi. » Elle dirige immédiatement son regard vers l'avant. Le vendeur de l'étal de pain tient la main d'un petit garçon. Il a volé un morceau de pain à l'homme. « Gardez le silence !» crie le vendeur. « Excusez-moi, quoi d'autre ?» Élisabeth se fraye un chemin à travers la foule en regardant cette photo en silence. Le vendeur sort de sa poche un énorme couteau. « Tu as volé mon pain !» Les larmes apparaissent dans les yeux du garçon. Bien sûr, il est très effrayé par le comportement de cet homme. Est-il orphelin ? Les gens chuchotent entre eux. Il n'a pas de chance. Quelqu'un dit que le vendeur a un caractère épouvantable. Il est toujours aussi avare. Il va s'étouffer avec un morceau de pain. Les deux hommes décident de faire comme si de rien n'était. Ils s'éloignent du banc à pain. Élisabeth s'occupe d'eux. Elle ne comprend pas comment les adultes ont si facilement laissé un enfant dans le pétrin. Non, la fille, bien sûr, comprend que voler est mauvais, mais ce garçon a l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. Le vendeur est-il vraiment désolé pour lui un morceau de pain? Pendant ce temps, l'homme dit d'un ton feignant et gentil qu'il faut répondre à tout crime. Le vendeur veut couper la main du garçon pour qu'il ne puisse plus jamais voler. « Pas besoin !» demande l'enfant. Le garçon essaie de s'éloigner du couteau, mais le vendeur ne le lui permet pas. « Laisse-le passer !» Élisabeth ne peut plus le regarder. Elle ne se pardonnera jamais si elle n'arrête pas de maltraiter l'enfant. Soudain, quelqu'un attrape la main de la jeune fille. Élisabeth tourne la tête sur le côté et se fige sur place. Un homme blond aux yeux verts se tient devant la jeune fille. « Je suis désolé, dit-il, mais c'est trop dangereux pour une fille fragile comme toi. » Élisabeth agite sa main libre.
Mais si vous ne faites rien, des ennuis vont survenir. La jeune fille essaie de se libérer de la forte emprise du garçon, mais elle n'y parvient pas. Le vendeur serre plus fort la main du garçon. L'enfant regarde le couteau avec de grands yeux. Malgré son âge, l'enfant comprend qu'il mourra d'une perte de sang si l'homme fait ce qu'il va faire. Les gens restent immobiles et discutent de la situation. Ils ne s'intéressent pas du tout au sort de l'orphelin sans abri. L'inconnue blonde dit à Elisabeth qu'elle peut appeler les gardes du bazar. Cependant, la blonde ne devrait pas du tout s'en mêler. Elle pourrait souffrir aux mains d'un vendeur en colère. Elisabeth baisse la tête et demande au jeune homme s'il pouvait lui lâcher la main. Il répond immédiatement à la demande de la jeune fille. « Mauvaise chose !» crie quelqu'un dans la foule. Elisabeth et l'étranger regardent le vendeur et l'enfant. L'homme pose la main du garçon sur la boîte. Le salaud lance des yeux furieux. Le petit se met à crier et ne perdant pas espoir d'être secouru. Elisabeth se fraye un chemin à travers la foule. « Gay, arrête !» crie le blond. Cependant, la blonde ne l'écoute pas. Elle ne peut tout simplement pas permettre à un homme de couper la main d'un enfant. La jeune fille serre le poing de colère et crie « Stop !» La foule arrête les homonymes. Tout le monde fait attention à la jeune comtesse. Le vendeur serre les mâchoires et demande grossièrement à Elisabeth ce dont elle a besoin. Le scélérat est mécontent d'avoir été distrait d'une affaire importante. La blonde s'approche de lui. Elle ne se soucie pas du tout que le vendeur tienne un couteau à la main, et en vain. L'homme lève l'arme vers le visage de la jeune fille. « Ne vous mêlez pas des affaires des hommes. » Ces mots font rire Elisabeth. Ce scélérat qualifie le fait d'abuser d'un petit enfant d'affaire d'homme. Le garçon regarde la fille avec de grands yeux. Le petit s'inquiète pour la vie de la blonde. Le blond s'approche du comptoir à pain, son expression est sérieuse et calme. Le vieil homme va protéger la jeune fille, mais elle est capable de se défendre. La blonde s'éloigne de quelques pas du vendeur et croise les bras sur sa poitrine. Encore un mot, et vous regretterez d'avoir contacté la comtesse Oslet. Les gens dans la foule recommencent à chuchoter. Aucun d'entre eux n'a deviné que la courageuse blonde appartenait à une ancienne famille aristocratique. L'un des hommes dit que la famille Oslet dirige cette ville. « Désolé », dit doucement le vendeur. L'abomination change immédiatement de ton. « Vous ne le savez probablement pas », et c'est l'homme en souriant à la blonde. « Le vol est un crime assez sévèrement puni dans notre ville. Les criminels ont les mains coupées. » La blonde perce le vendeur avec un regard froid aux yeux bleus. La jeune fille comprend que ce scélérat veut la tromper. Il pense que les femmes aristocratiques ne connaissent rien à la vraie vie. Mais ce n'est pas le cas. Elisabeth connaît les lois de sa ville. Oui, dans certains cas, les voleurs peuvent se couper la main. Mais c'est une punition trop cruelle pour un petit garçon. La blonde lève les sourcils et dit au vendeur qu'elle emmènera l'enfant avec elle. « Quoi ?» s'exclame l'homme. Ce salaud n'arrive pas à croire les paroles de la blonde, comme le garçon lui-même. Il a même arrêté de pleurer de surprise. Mali n'avait jamais entendu parler d'aristocrates retirant des petits orphelins de la rue. Et aussi un voleur orphelin. Elisabeth sourit d'un air suffisant et dit qu'elle donnera un travail au garçon. « Si vous souhaitez toujours lui couper la main, » ajoute-t-elle, « je dois vous prévenir que je prendrai cela comme une menace envers le serviteur de la famille Oslet. » L'homme grince des dents de rage et d'impuissance. Le vendeur tuerait volontiers cette fille maintenant, mais il sait quelle punition l'attendra pour cet acte. Je ne pense pas que cela vaut la peine d'expliquer ce que la famille Oslet peut vous faire. La blonde semble lire dans ses pensées. Maintenant, la fille a l'air très sérieuse et froide. La foule se moque du vendeur. Et combien de conversations y a-t-il eu? On ne peut offenser que les faibles, misérables avares. L'homme regarde les gens avec colère. Il leur montrera qui est malheureux ici. Mais pas maintenant. Maintenant, le vendeur doit d'une manière ou d'une autre défendre son honneur et récupérer l'argent du pain volé. Le petit serre le poing, excité. Le garçon a peur que le vendeur lui ait inventé une nouvelle punition plus cruelle qu'une main coupée. Heureusement, ce n'est pas le cas. « Madame », commence l'homme d'un ton fin de politesse, « si vous avez embauché ce garçon, vous devez payer pour ce qu'il a volé. » Le vendeur s'empresse d'ajouter qu'il ne veut rien dire de tel. Les gens doivent simplement assumer la responsabilité de leur sujet. Un homme blond s'approche d'Elisabeth. Il sort quelques pièces d'argent de la poche de son précieux manteau et les jette par terre. L'inconnu espère que ce cadeau incitera le vendeur à quitter Elisabeth et le garçon. Donc, sir. L'homme, ne se souciant plus de son honneur, tombe à genoux devant le blond et commence à collecter des pièces, jusqu'à ce que le riche inconnu change d'avis. « Même en 1 mois de travail, vous ne gagnerez pas autant, » dit l'inconnu. « Prenez l'argent et partez. » Le commerçant lève les yeux vers l'homme blond. On peut voir la haine dans les yeux de cet homme. La haine cachée sous la peur. Les yeux verts de la blonde brillèrent.
C'est bien plus intelligent que de se disputer avec une aristocrate et son serviteur, n'est-ce pas? Le vendeur ramasse la dernière pièce d'argent par terre. L'homme repousse le garçon, se lève brusquement et retourne à son banc à pain. Aujourd'hui, la journée de travail du scélérat s'est terminée plus tôt que d'habitude. Élisabeth demande à l'étranger pourquoi il a donné les pièces d'argent au vendeur. L'étranger dit que ces personnes n'oublient jamais le mal. Il vaut donc mieux l'apaiser. Le vendeur humilié donne une pièce à un certain ouvrier qui s'est approché du comptoir. La blonde dit à la jeune fille que s'il n'avait pas donné d'argent au scélérat, il l'aurait peut-être attaqué un jour pour se venger de l'incident avec le garçon. En général, l'inconnu n'est pas très content de l'insouciance de la blonde. À quoi pensait-elle en quittant le domaine sans une escorte de femme de chambre? La jeune fille baisse les yeux. Elle a honte de son comportement. Le courage est le courage et il faut aussi penser à la sécurité. La jeune fille admet que dans la situation actuelle, payer le vendeur était la meilleure décision. Élisabeth remercie le garçon pour son aide. Parubik est quelque peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la jeune comtesse admette sa culpabilité. La jeune fille sort de sa poche un sac contenant de l'argent. Elle le tend à l'inconnu. « S'il vous plaît, prenez-le. Cela devrait suffire à récupérer vos dépenses. » La blonde dit qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le sac qu'il n'en a donné. Cependant, la jeune fille ne recule pas. « C'est ma gratitude. Les ânes ne restent jamais endettés. » La blonde remet le sac entre les mains de l'inconnu. Élisabeth se souvient du garçon. L'enfant est assis par terre. La fille s'assoit à côté de lui et lui demande si tout va bien. L'inconnu surveille la blonde et l'enfant. Le garçon dit qu'il va bien. Le seul problème est qu'il ne sait pas comment remercier la jeune fille. Malgré le fait que le petit ait grandi dans la rue, il se comporte très poliment. La blonde s'empresse de rassurer le garçon. « Rien n'est nécessaire, tu ferais mieux de me dire ton nom. » La fille sourit au petit et scintille des yeux. Le garçon se lève. « Déclencheur, mais je n'ai pas de nom de famille. » L'inconnu décide d'intervenir dans la conversation entre la blonde et le petit. « Tu vas vraiment l'emmener avec toi ?» Élisabeth lance un regard noir au jeune homme. « Bien sûr. » La jeune fille n'aimait pas la question de l'inconnu. Pourtant, il est inapproprié de dire de telles choses en présence d'un enfant. Bilyavka dit qu'on lui a toujours appris à utiliser le pouvoir que lui confère son titre pour le bien de la société. Élisabeth pense qu'elle a fait la bonne chose dans cette situation. La jeune fille s'incline devant le jeune homme. Elle lui dit au revoir et se fond dans la foule avec l'enfant. Sur le chemin vers les lieux, la blonde raconte quelque chose au petit. L'étranger s'occupe des deux. Le blond remarqua que la jeune fille se comportait très différemment des autres aristocrates. Elle lui donna ses économies, s'opposa hardiment aux marchands et lui emmena l'orphelin. Oui, Élisabeth Oslet intéressait cette blonde. Les yeux du garçon pétillent. Il est sûr qu'il retrouvera cette fille insolite. Bilyavka se souvient des paroles de l'étranger. « Vas-tu vraiment le ramener à la maison ?» La jeune fille doit admettre que la question du jeune homme était toujours d'actualité. Elle ne sait même pas comment sa famille va réagir face au garçon. Élisabeth et le petit s'approchent des portes du manoir Oslet. Là, ils sont accueillis par un majordome. Il a l'air surpris. Le garçon ouvre grand les yeux. Il fut impressionné par la taille et la beauté du domaine du comte. Le garçon, bien sûr, savait que les aristocrates vivent beaucoup, mais trop. La blonde lui sourit. La réaction du petit amuse et en même temps touche la jeune fille. Elle regrette que le petit n'ait jamais connu une vie normale. Élisabeth serre la main du garçon pour le calmer un peu. La jeune fille ouvre les portes du domaine. « Allons-y, Trigger. »« Oh ouais » répond le petit en serrant sa chemise rapiécée avec sa main. La chambre de Malfait. Elderberry n'est presque plus en colère contre son ami. Il a néanmoins rempli ses conditions. « Tu as l'air très courageux maintenant, » dit la rousse. Malfait avait effectivement changé. Il se lava les cheveux et rasa les poils hideux et négligés qui ajoutaient à son âge. Bien entendu, le jeune homme n'avait pas pris de bain pour faire plaisir à Elderberry. C'était tout simplement le seul moyen de sauver l'orbe magique, et donc la possibilité d'observer Élisabeth. Malfait se tient au milieu de la pièce avec une serviette à la main. Un homme n'a pas à penser à quoi faire. Sureau a déjà tout décidé pour lui. Enfile une chemise et au travail. L'homme aux cheveux noirs regarde la pile de parchemins et soupire. Le domaine Oslet. La gouvernante, comme prévu, lit les notations d'Élisabeth. « Quand j'ai vu que ton lit était vide, dit la femme, j'ai vieilli de 10 ans. » Élisabeth sourit d'un air coupable à la gouvernante. La femme comprend qu'Élisabeth était très inquiète pour le chevalier Mouchouk. Elle ne pouvait donc pas attendre que les servantes se réveillent. Mais ramener à la maison un garçon et lui demander de lui donner un travail. La voix de la femme se transforme en un cri. Cela dépasse toutes les limites.
À quoi étais-tu en train de penser? Elisabeth suggère à la femme d'en parler un peu plus tard. La jeune fille ne veut pas que Trigger se sente comme un animal inutile qui cause des ennuis à tout le monde à cause des paroles de la gouvernante. De plus, vous devez d'abord donner un bain et nourrir le bébé. À peine, il mange à lui-même un morceau de pain rassis volé. Il est très important que les enfants de cet âge mangent bien. S'il vous plaît, gouvernante? La jeune fille jette un regard suppliant sur la femme. Elisabeth espère qu'elle ne pourra pas la refuser. La gouvernante est quand même une personne très gentille. Il faut juste être capable de la convaincre. La femme se fige sur place. L'expression du visage d'Elisabeth la rend confuse. Au bout de quelques secondes, la gouvernante dit « D'accord, qu'il en soit ainsi. » Elisabeth lui sourit avec charme. « Je savais que tu me comprendrais. » La jeune fille pose la main sur l'épaule de Trigger. Maintenant, la blonde va emmener le petit aux toilettes. La gouvernante s'occupe de sa maîtresse et de Trigger. La femme sait qu'Elisabeth a sauvé le garçon d'un boulanger cruel, mais on ne peut pas simplement amener des orphelins au domaine. Le petit se retourne vers la gouvernante et lui sourit gentiment. La femme note mentalement que le garçon peut devenir comme le fils d'un aristocrate s'il prend soin de son apparence. Cette pensée donne lieu à une hypothèse absolument ridicule dans la tête de la gouvernante. Et si Elisabeth avait le cœur tellement brisé par ses échecs amoureux qu'elle décidait d'élever elle-même son petit ami? C'est peut-être pour ça qu'elle a emmené ce garçon avec elle. Si vous travaillez sur ses manières, dans 10 ans, il se révélera être un bon aristocrate. La femme porte la main à son front et manque de tomber à terre. Pauvre comtesse Ocelette, comment ça? Hier encore, nous sommes allés au temple de Melfay, la chambre du patron du bonheur. Malfay est assis à son bureau et, si cela ne semble pas inhabituel, il travaille. Un homme démonte les rouleaux de prière. Bien sûr, il n'aime pas beaucoup ce métier. Lire les demandes des fidèles et rendre compte du travail sur des feuilles de papier est une tâche ennuyeuse. Cependant, Malfay n'a pas le choix. Cela doit fonctionner pour 2 raisons. Premièrement, très bientôt, vous devrez vous présenter au Dieu suprême. Deuxièmement, Elderberry est assis dans la pièce. Le brun jette un coup d'œil à l'orbe magique. Il se surprend à penser qu'il aimerait vraiment regarder Elisabeth. La rousse, qui triait également les parchemins, remarqua que Malfay était distrait. « Hé! Ne plaisante pas! Le patron du bonheur dit qu'il fait son travail de bonne foi et ne pense même pas au piratage. L'homme essaie vraiment. Il dessine soigneusement presque toutes les lettres sur papier. Cependant, même maintenant, l'homme aux cheveux noirs ne peut s'empêcher de penser à Elisabeth. Il met la main sur sa tête et soupire. Pour une raison quelconque, l'homme aux cheveux noirs imagine qu'un imbécile courtise la jeune comtesse. « Est-ce que tu l'aimes vraiment autant ?» demande soudain Elderberry. Malfay frissonne. Il dit haut et fort que personne ne l'aime. Mais le brun ne sait pas cacher ses émotions. Le dieu de la guerre soupire. Malfay est tellement amoureux d'Elisabeth Ocelette qu'il ne peut pas se concentrer sur son travail. Le roux propose à son ami d'emménager avec un mec et d'avouer son amour à la blonde. Les yeux de Malfay s'écarquillèrent. Il ne s'était pas attendu à ce qu'Elderberry lui propose une telle chose. L'homme brun se lève brusquement. « Quoi? De quoi tu parles? » L'homme est en colère contre Elderberry. Le comportement du dieu aux cheveux roux semble insupportable à Malfay. Et instable. L'homme aux cheveux noirs pointe un doigt tremblant vers Elderberry. « Vous entendez-vous? D'abord tu me dis d'oublier Elisabeth, et maintenant tu m'appelles pour lui avouer? » Les yeux de Sureau pétillent, et il dit qu'il est arrivé à cette conclusion après plusieurs jours d'observation de l'homme aux cheveux noirs. Malfay se fige sur place. Il est intéressé de savoir quel genre d'observation il y a. « Donnez-vous juste une solution magique, » dit la rousse, « et vous regarderez Elisabeth pendant des jours. Vous oublierez tout dans le monde, même à propos de lui-même. Mais en même temps, si vous enlevez le jouet à l'homme aux cheveux noirs, il ne pourra pas se concentrer sur son travail. Il sera constamment distrait par les pensées de la jeune comtesse. » Elderberry pointe Malfay du doigt. « Tous vos désirs sont liés à Elisabeth Ocelette. » Ces mots sont une pure vérité. La vérité que l'homme aux cheveux bruns avait peur de révéler à qui que ce soit. Les sentiments pour Elisabeth font que Melfive est jaloux de tous les partenaires de la fille et s'inquiète pour elle. Et cela entrave grandement l'œuvre de Dieu. L'homme ouvre grand les yeux. Au bout de quelques minutes, le patron du bonheur soupire tristement. Peut-être qu'il agit vraiment comme un imbécile. Il aime une blonde, mais il ne peut pas lui en parler parce qu'il a peur. Il a peur qu'elle le refuse. Dis-lui simplement ce que tu ressens. Le ton du sureau s'adoucit. Peu importe à quel point le dieu de la guerre est en colère contre son ami, il lui souhaite du bonheur. Personne ne sait si Elisabeth refusera Melfay ou, au contraire, acceptera l'affidavit.
Mais c'est mieux que de rester assise et de penser « Et si ?» Le roux pose ses mains sur le bureau de l'homme. « Découvrir ?» Malfait envisage sérieusement cette option pour la première fois. Peut-être que lorsqu'un homme parle de ses sentiments à une fille, il se sentira vraiment mieux. Mais le patron du bonheur doit d'abord terminer son œuvre. Elderberry place une boîte de parchemin sur le bureau de Malfait. Le brun soupire. « Tu n'es qu'un diable. » Succession de la famille Oslet. Elisabeth tient un pantalon et une chemise pour enfants. La blonde demande à la servante de donner ses choses à Trigger, à sa sortie du bain. Ce sont les vieux vêtements du frère de la blonde. Dans l'état actuel des choses, on peut dire que c'était un enfant très soigné. La servante dit à Elisabeth qu'elle va faire sa course et se rend aux toilettes. La jeune comtesse soupire tristement. « Après tout, j'ai encore été abandonnée. La situation avec Trigger a distrait la fille de ses pensées amoureuses, mais pas pour longtemps. » La jeune fille s'approche des escaliers. Goûter demain. La blonde se demande si elle pourra trouver quelqu'un qui pourrait assister à cet événement avec elle en si peu de temps. Elisabeth se dirige vers sa chambre. « Eh bien, entend la blonde. Comme tu es têtue, Lise !» La jeune fille frissonna de surprise et tourna la tête sur le côté. Un jeune homme aux cheveux clairs et aux yeux bleus, vêtu d'un costume bleu, descend les escaliers. « Si vous avez tellement besoin d'un goûter, vous pouvez simplement vous tourner vers moi. »« Blanc !» s'exclame la blonde. Le garçon lui sourit. Oui, c'est le comte Blanc, le célèbre frère de la jeune fille, le rêve de nombreux jeunes aristocrates. Journée du thé. La succession de l'un des aristocrates. Par sa taille et sa grandeur, ce bâtiment ressemble plus à un palais qu'à une maison ordinaire où vit une petite famille. À l'entrée de la salle des invités se tient un majordome, un homme brun de taille moyenne portant des lunettes. Il accueille les nouveaux arrivants et, au cas où, leur explique la structure du domaine. La porte s'ouvre à nouveau. Le comte White et la comtesse Elizabeth entrent dans la pièce. Le frère et la sœur sont habillés de la même manière, mais pas de la même manière. White tient le bras de la blonde. Les aristocrates pénètrent profondément dans la salle. Ils sourient gentiment aux invités. Elizabeth espère que le goûter d'aujourd'hui se déroulera sans scandale ni querelle. Les gens dans la salle commencent à chuchoter en voyant les jeunes Oslet. Le public s'intéresse particulièrement à White. « Regardez, c'est le jeune comte. Il est toujours aussi sophistiqué. » White a quelques mots avec une fille. Le gars n'assiste pas souvent à de tels événements. Il est donc clair pourquoi son apparition a fait tant de bruit. L'un des aristocrates dit à son ami que White donne l'impression d'être une personne raisonnable, capable de prendre les bonnes décisions dans des situations difficiles. Les aristocrates sont sûrs que White fera un grand chef de la famille Oslet. Elizabeth est déjà habituée au fait que le jeune comte, partout où il apparaît, lui fait de l'ombre. Aux yeux des autres, c'est un bel homme intelligent. Mais la blonde sait ce qu'est réellement son frère. Elle se souvient de la conversation d'hier avec Wyatt. « Se tourner vers vous ?» demanda alors la blonde. Elle fut surprise par l'apparition soudaine de son frère. Lorsqu'il a répété sa question sur l'événement, la jeune fille a répondu qu'elle ne voulait tout simplement pas le distraire de son travail. Cependant, White n'a pas tout à fait raison. Il a immédiatement bondi. « Alors tu ne veux pas venir avec moi ?» La jeune fille s'empressa de le rassurer. « Non, ce n'est pas comme ça. » Elle voulait dire autre chose, mais la blonde ne la laissa pas faire. Il cligna joyeusement des yeux et proposa à sa sœur de commander une paire de vêtements pour le goûter. La blonde a dit qu'il était plus facile d'acheter des bijoux assortis. Après tout, aucune couturière n'aura le temps de coudre un costume et de s'habiller pour un couple en moins d'une soirée, mais un bijoutier saura certainement faire quelque chose. White était d'accord avec sa sœur. Elizabeth a dit à la gouvernante qu'elle allait prendre le thé avec son frère. La femme sourit chaleureusement. « Monsieur White prend soin de vous. » Elizabeth le comprend, mais le comportement de son frère lui semble encore un peu étrange. Il a une épouse, et au lieu d'aller quelque part avec elle, White a décidé d'accompagner sa sœur. Le blond remarque 3 jeunes aristocrates, ses amis au fond du couloir. Ils boivent des cocktails et discutent entre eux. « Je vais aller dire bonjour aux autres. Je reviens vite !» White dit à sa sœur. La blonde s'approche des garçons et se joint à leur conversation. Elizabeth sort un éventail de sa poche. L'expression de la jeune fille est sérieuse, voire sombre. Tout cela parce que le moment est venu pour elle de parler avec ses amis. La jeune fille s'approche de la table où sont assis les jeunes aristocrates. Elle est immédiatement accueillie par une fille aux cheveux roux foncés, vêtue d'une robe cramoisie. Plusieurs autres aristocrates sont assis à côté d'elle. Toutes ces filles sont les principales commères de la société aristocratique. Elizabeth essaie de ne pas montrer son dédain à leur égard. « Bonne journée !»
La table est recouverte de diverses friandises. Gâteau à la crème, gâteau au chocolat et aux fraises, cheesecake au caramel. Tout ce dont vous pouvez rêver est ici. Elisabeth s'assoit sur la seule chaise libre. L'un des aristocrates, une fille brune vêtue d'une robe violette, demande à la blonde « Madame, êtes-vous venue avec votre frère ?» La comtesse dit que oui. Une jeune femme en robe verte porte une tasse de thé à ses lèvres et dit qu'elle est jalouse d'Elisabeth. « Mon frère a refusé, peu importe comment je l'ai persuadé », explique tristement l'aristocrate. La femme aux cheveux noirs dit qu'assister seule à de tels événements est très désagréable. Elisabeth se prépare également une gorgée de thé. Soudain, une des filles lui pose une question provocante. « Cependant, Lady Elizabeth, » dit l'aristocrate en rouge avec un sourire moqueur, « pourquoi avez-vous invité votre frère ? J'ai entendu dire que tu avais un petit ami. » Elisabeth le regarde avec colère. « C'est commencé !» Elle soupire mentalement. La jeune fille pose sa tasse sur la soucoupe. La blonde comprend que, très probablement, elle ne pourra pas profiter de l'événement aujourd'hui. Et tout cela à cause de ses ragots Sophia. Elle aborde toujours des sujets très personnels. Sophia fait signe à un éventail. « Excusez mon manque de tact, mais avez-vous encore été larguée ?» Elisabeth pince les lèvres. La jeune fille ne va pas céder à la provocation. Après tout, c'est une aristocrate qui, contrairement à certains, se soucie de son honneur. La blonde se contrôle rapidement. Elle sourit à Sophia. « C'est vrai, c'est tellement difficile de trouver quelqu'un de confiance et à qui s'ouvrir dans notre pays. » La fille en rouge serre les dents de frustration et de colère. Elle considère Elisabeth comme une fille simple qui essaie de rejeter toute la responsabilité de ses échecs amoureux sur les hommes. Une femme blonde lève une fourchette avec un morceau de gâteau à ses lèvres. Sophia regarde Elisabeth avec un dégoût non dissimulé. Le blond dit à la fille qu'il la respecte. Ces mots choquent la dame en rouge. Les yeux de la blonde pétillent et elle pose la main sur sa poitrine. Bien sûr, une dame aussi noble que vous ne croirait pas aux rumeurs vulgaires. Il s'agit d'une accusation de commérage déguisée en compliment, et Sophia n'est pas assez stupide pour ne pas comprendre cela. Elle se lève brusquement. « Toi !» La jeune fille s'apprête à dire quelques mots gentils à Elisabeth, mais elle est arrêtée par les regards surpris des aristocrates. Ils n'avaient jamais vu Sophia se comporter de manière grossière. La jeune femme serre le poing. « Ruiner votre réputation n'est pas la meilleure option. » Sophia essaie de sourire à la blonde et dit qu'elle ne croit vraiment pas au ragot. La jeune femme s'assoit sur sa chaise. Elisabeth, avec l'intention d'apaiser un peu la tension de la situation, dit que le shortcake aux fraises est très savoureux. Les filles ne comprennent pas tout de suite de quoi elle parle. Elisabeth continue. « Tu devrais absolument l'essayer. » L'aristocrate aux cheveux noirs remercie la blonde pour ses conseils. Elisabeth sourit poliment. La jeune fille est satisfaite d'elle-même. Elle a réussi à répondre à Sophia avec dignité, sans se mettre dans l'embarras ni embarrasser sa famille. Mais ce n'est pas le moment de se détendre. Biljavka réfléchit au comportement des autres aristocrates. Ils n'ont aucune raison de bavarder sur Elisabeth. Elle n'est pas sortie avec leurs petits amis. La jeune fille porte une autre part de gâteau à ses lèvres. N'est-ce pas mal de répondre à l'impolitesse par l'impolitesse ? Je n'ai jamais eu envie de jouer avec le cœur des hommes. Cependant, Sophia estime que la blonde mérite d'être maltraitée. La voix de la demoiselle sort Elisabeth de ses pensées. « Je suis très jalouse de vous, madame. » Sophia sourit richement et ses yeux pétillent. « Pendant ce temps, tu as trouvé tellement d'hommes ?» Elisabeth se fige après une telle confession. La jeune fille met la fourchette dans l'assiette. La blonde sait parfaitement à quoi pense Sophia. La commère veut rappeler à tous combien d'hommes ont réussi à quitter la jeune comtesse. Sophia fait cela avec un seul objectif en tête. Mettre Elisabeth en colère et la forcer à se mettre dans l'embarras devant les autres. La dame en rouge attend patiemment ce que dira la blonde. Ta prend une gorgée de thé. Elisabeth dit dans son esprit qu'elle ne laissera pas Sophia réaliser ses sales projets. La blonde a l'habitude de se battre jusqu'au bout. Elle sourit à la demoiselle et dit d'un ton calme « C'est grâce au divorce incessant que j'ai pu réaliser à quel point il est important de trouver l'élu. » Sophia, comme prévu, est irritée par les paroles d'Elisabeth. Le blanchiment lie les dents. La jeune fille réfléchit à la façon dont elle offenserait et offenserait la jeune comtesse. Sophia n'aimait pas Elisabeth depuis son enfance. Les petits aristocrates étaient toujours comparés les uns aux autres, comme des pères issus de familles influentes. Mais le plus offensant n'est même pas ça. La jeune femme ne peut pas pardonner à la blonde d'avoir communiqué avec des garçons qu'elle aimait, Sophia elle-même. La jeune fille agite un éventail. Blanc s'approche de la table. Le garçon est venu voir comment allait sa chère sœur, et il l'a fait très à propos. « Lise !» Le jeune homme se tourne vers la blonde. Elle tourne la tête dans sa direction. White dit qu'il rentre chez lui.
Et toi? Il demande. Élisabeth dit à l'avocat qu'elle l'accompagnera. Quoi qu'il en soit, elle avait déjà discuté de tout ce qu'elle voulait avec les dames. Les aristocrates, d'ailleurs, se sont tus et ont rougi dès qu'ils ont vu le frère d'Élisabeth. Chacun d'eux aimerait devenir sa petite amie. Biljavka se lève et s'incline. Merci pour la compagnie. Bien sûr, elle n'aimait pas vraiment communiquer avec les aristocrates, notamment Sophia, mais l'étiquette exige d'être polie. Wyatt prend Élisabeth par le coude. Le frère et la sœur se dirigent vers la sortie du hall, discutant de quelque chose en chemin. La personne aux cheveux noirs s'occupe d'eux. Est-ce qu'Élisabeth est bouleversée à propos de quelque chose? La jeune fille ne comprend pas pourquoi la jeune comtesse les a quittés si tôt. De plus, elle ne peut pas croire qu'Élisabeth ait été abandonnée plus d'une fois par des hommes. Après tout, la blonde est tellement instruite, belle et sophistiquée. Soudain, un craquement se fait entendre. Sophia a cassé son éventail. La jeune fille est en colère car au lieu de bavarder sur Élisabeth, les aristocrates l'admirent. La fille en vert remarque l'humeur de Sophia et lui demande si tout va bien pour elle. La jeune femme lève les yeux avec colère. Elle se promet qu'elle va définitivement se venger d'Élisabeth. La calèche des Oslet quitte le domaine où a eu lieu le goûter. Le jeune comte sourit à sa sœur. « Encore un peu et vous vous seriez entretués là. » Élisabeth pousse un soupir de soulagement et remercie le garçon de l'avoir sorti du nid de serpent. La jeune fille était très fatiguée d'avoir pris le thé avec les aristocrates. Elle se retint à peine de renverser une tasse de thé sur la tête de Sophia. Bien sûr, si la blonde l'avait fait, le scandale aurait été inévitable. La fille elle-même le comprend parfaitement. « Liz, » dit White un peu maladroitement, « je ne te conseillerais pas de changer de mari si souvent. Je comprends que ce n'est pas de ta faute, mais quand même. » Le gars est très mal à l'aise de parler de la vie personnelle de sa sœur, mais il doit le faire. Élisabeth est en colère. « Et tu y vas, tu le dis comme une gouvernante. » Parubok dit que c'est juste une préoccupation. Il comprend les sentiments d'Élisabeth, mais en tant que prochain chef de la famille Oslet, il ne peut tout simplement pas fermer les yeux sur sa relation de courte durée. La blonde ouvre grand les yeux. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi son frère s'en soucie autant. La fille ne gâche pas la réputation de la famille. Quel est le problème? Le jeune homme décide de dire directement « Lise, à ton âge, il est temps de penser au mariage. » Dire que la jeune fille est choquée est un euphémisme. Elle voulait une relation sérieuse, mais c'est tout. La chambre de Malfait. L'homme joue à nouveau avec la solution miracle. Lui, comme Élisabeth, est surpris par les propos du jeune comte à propos du mariage. Ce n'est même pas surprenant, mais exaspérant. Le brun tient le ballon dans ses mains et crie « Je ne t'ai pas entendu, il veut qu'Élisabeth se marie ?» Elderberry ne comprend pas l'irritation de son ami. White prend juste soin de la fille comme un frère. C'est tout à fait normal. Mais la jalousie a privé l'homme de la capacité de penser. Malfait dit qu'il a un nouveau rival, Trigger. Le roux lève les yeux au ciel. Grand-père, eh bien, c'est déjà drôle. Dieu tout-puissant est jaloux d'un petit enfant. Mais le saint patron du bonheur n'est pas drôle. Il ordonne à Elderberry de se taire avec un regard. L'homme aux cheveux roux décide de prendre la roue magique des mains de son ami, jusqu'à ce qu'il finisse par devenir fou. De plus, Malfait a encore beaucoup de travail à faire. Bien sûr, les cheveux noirs n'en sont pas du tout contents. « Qu'est-ce que tu voulais ?» dit Suro. « Vous allez devoir rendre des comptes au Dieu suprême. » Melfeev n'a d'autre choix que de s'asseoir à table et de travailler avec les parchemins. Elderberry se met au travail lui-même. Parfois, la roue s'arrêtait pour voir ce que Malfait faisait. Le dieu aux cheveux noirs doit être suivi. Domaine Oslet. Chambre avec les vêtements d'Élisabeth. La femme de chambre dit à la dame qu'elle lui a préparé de nouvelles robes. Tous ont un style, une couleur et un objectif différents. La blonde frappe joyeusement dans ses mains. Elles sont si belles! Le seul problème, c'est que j'aime presque toutes ces robes. Je ne peux pas en choisir un. La jeune fille se souvient des paroles de White sur l'importance pour la jeune comtesse de trouver un partenaire de statut égal. Le vieil homme dit cela avec une expression si sérieuse sur le visage. Cela a même agacé la fille. Elle comprend que le statut ne joue pas le dernier rôle dans la vie des aristocrates. Mais la blonde ne veut pas passer toute sa vie avec une personne mal aimée, même pour le bien de la famille. La jeune fille baisse la tête. Elle rêve de tomber amoureuse d'un homme avec qui elle pourra vivre heureuse pour toujours, comme dans les contes de fées. Est-ce mauvais? Élisabeth secoue la tête, essayant de se débarrasser de ses pensées tristes. Ce n'est pas le moment de vous plaindre de votre sort. Tout est entre les mains d'Élisabeth. Elle doit céder elle-même. Et ce serait bien si la fille le faisait avant que White n'intervienne. Une bonne idée lui vient à l'esprit. Une blonde décide de venir à la fête du Nouvel An dans la plus belle robe du monde. Élisabeth trouvera donc certainement un bel aristocrate.
15 minutes plus tard, la jeune fille se souvient de Trigger. Cela faisait longtemps qu'elle ne lui avait pas parlé. Biljavka décide d'interroger la gouvernante sur le petit. Est-ce qu'il étudie maintenant, donc? La femme sourit. Il semble qu'elle soit satisfaite du comportement du garçon. Trigger s'est avéré être un enfant instruit et travailleur. Lorsque la jeune comtesse a dit au petit garçon qu'il faut des connaissances pour trouver un bon travail, ses yeux se sont illuminés. Le garçon a promis à Elisabeth d'étudier dur. Biljavka demande à la gouvernante d'appeler Trigger lorsqu'il aura terminé ses études. La fille veut lui commander des vêtements. La chambre de Malfait. Suro était déjà parti. Comme vous l'avez peut-être deviné, l'homme aux cheveux noirs regarde Elisabeth. L'homme note qu'il n'aime toujours pas Trigger. Il semble à Melfev que le petit garçon regarde la blonde avec des yeux affectueux. Tous, sauf l'homme aux cheveux noirs, diraient que c'était une illusion. Le regard de Trigger ne montre pas de l'amour, mais de la surprise. Le garçon n'est tout simplement pas habitué à la vie dans une famille riche. Alors il se promène dans la maison les yeux grands ouverts. Mais vous ne pouvez pas le prouver à Melfev. L'homme réfléchit à ce qu'il doit faire de l'enfant. En fin de compte, le patron arrive à la conclusion que cela ne vaut pas encore la peine de gâcher la vie du garçon. Elderberry serait furieux si Malfait faisait quelque chose au petit. Elisabeth regarde la robe. Et cela ne se cache pas du regard vigilant du brun. Il semble à l'homme qu'elle le fait trop soigneusement. Malfait recommence à soupçonner quelque chose. Mais cette fois, heureusement, il s'arrête à temps. L'homme s'assoit à table et prend un stylo. Il se convainc qu'il doit travailler pour ne pas mettre Elderberry en colère. Cabinet du dieu de la guerre. La rousse regrette d'avoir laissé Malfait seul. Quelque chose lui dit que le saint patron du bonheur se retient désormais à peine de chercher la solution miracle. Donc c'est... Malfait frappe le jouet, tentant avec sa main. « Vous ne pouvez pas ?» L'homme grince des dents. « Pas maintenant. Un rapport au Dieu suprême arrive bientôt. Je dois travailler. » Mais l'homme brun n'arrive pas à se concentrer sur son travail. Il touche à nouveau le ballon. « Peu importe combien d'hommes je maudis, » dit Malfait. De nouveaux imbéciles arrivent à leur place. Le soir, le ciel est plein d'étoiles. Les calèches se rendent au palais impérial. Tous les aristocrates se précipitent à l'un des meilleurs banquets de cette année. Palais! L'un des riches, un homme brun et moustachu, lève son verre. « Votre Majesté et chers invités, bonne année! » L'empereur et sa femme sont debout dans les escaliers. Aux côtés de la famille du monarque se trouvent certains des couples les plus influents de l'Empire. D'autres aristocrates se tiennent au premier étage et lèvent eux aussi des coupes de champagne. « Prenons un verre », dit quelqu'un. La musique commence à jouer dans la salle. Deux nobles s'approchent de la comtesse Oslet. « Bonsoir, Lady Elizabeth. » La jeune fille scintille les yeux et sourit. Elle salue les jeunes filles et dit qu'elle est heureuse de les voir. C'est vrai. La blonde n'hésite pas à parler avec des aristocrates bien élevés. Les jeunes filles admirent la robe d'Elizabeth. Incroyable! Comme si le ciel étoilé s'était transformé en tissu. Elizabeth a réussi à choisir l'une des plus belles robes pour le banquet du Nouvel An. Biljavka remercie les dames pour le compliment. En général, les dames participant à cet événement sont divisées en deux types. Le premier type est constitué de bonnes filles qui considèrent Elizabeth comme un modèle. Et le deuxième type, vous le savez vous-même. La jeune comtesse entend quelqu'un derrière elle et regarde autour d'elle. La blonde n'aime pas du tout ce qu'elle a vu. Il semble que, comme au goûter, elle ne pourra pas se reposer paisiblement. La blonde est surveillée par une compagnie d'aristocrates bavards. Une dame rondelette en robe bleue, une dame blonde en vert, une demoiselle avec une fleur sur la poitrine et Sophia. Elisabeth fronce les sourcils. Sophia n'essaie même pas de cacher son aversion pour elle. C'est très impoli. Habituellement, les aristocrates se comportent discrètement même avec ceux qu'ils détestent. La blonde jette un coup d'œil à la petite amie de Sophia. Il sourit avec défi à Elisabeth, montrant également ouvertement leur dédain à son égard. Ils essaient d'avoir l'air fiers. Cependant, leurs expressions faciales ne sont qu'amusantes. Ces demoiselles sont les chiens fidèles de Sophia. Ni plus ni moins. Elisabeth soupire. Elle n'est pas surprise que la Gossip Girl ait amené sa meute avec elle. La blonde décide de se comporter de la même manière qu'au goûter, c'est-à-dire répondre à l'impolitesse par l'impolitesse, mais pour que personne ne s'en doute. La jeune fille sourit aux jeunes filles et les salue. « Lady Elizabeth, dit Sophia, êtes-vous revenue avec votre frère? Je suis tellement jaloux de ta proximité. » Selon les mots de la jeune fille, on ressent du manque de sincérité et de la moquerie. Un aristocrate potelé décide de rappeler les échecs amoureux de la blonde. « J'ai entendu dire que votre meilleur partenaire vous avait informé du divorce dans une lettre. » Elisabeth reste silencieuse.
Sophia met son doigt sur son menton et dit que, très probablement, l'ancienne blonde avait une raison de rompre. Peut-être qu'il n'aimait pas l'apparence d'Élisabeth. La blonde ouvre grand les yeux et se fige sur place. Elle ne s'attendait pas à entendre cela même de la part d'une fille comme Sophia. Les images ouvertes sont la dernière chose que les femmes se permettent. Même les amis de la dame en rouge sont choqués. « Madame Sophie, comment pouvez-vous » Sophia regarde avec colère la fille en vert, lui disant de se taire. Il y a un silence dans la salle. Élisabeth se tient la tête baissée. Malfait, qui n'a pas pu résister à la tentation d'utiliser la solution miracle, s'indigne. « C'est une terrible insulte !» L'homme lance un regard ravageur à Sophia. Ce salaud est juste jaloux d'Élisabeth. On ne voit pas souvent Malfait aussi en colère. La blonde se mord la lèvre, essayant de se calmer. La jeune fille comprend que si elle répond quelque chose à Sophia, elle ne fera qu'empirer les choses pour elle-même. D'où vient sa rivale avec autant de colère? Pourquoi Sophia se permet-elle de dire des choses aussi dégoûtantes? Élisabeth ne connaît pas les réponses à ces questions. Sophia regarde la blonde et lui sourit méchamment. Elle demande mentalement à la jeune comtesse de pleurer. La dame en rouge veut vraiment faire honte à sa rivale. Les gens présents dans la salle tournent la tête en direction des deux jeunes aristocrates, alors que personne ne sait quoi faire. Malfait le regarde avec colère. Il ne peut pas fermer les yeux sur quelqu'un qui humilie Élisabeth, mais il le fait aussi publiquement. L'homme est sur le point d'intervenir. Cependant, vous devez d'abord trouver une personne avec laquelle vous pourrez vous installer. Le regard du patron du bonheur se pose sur un jeune homme blond aux yeux verts. C'est lui qui a aidé la blonde au marché. Le patron du bonheur remarque que ce garçon est entouré d'une aura divine. Ce n'est pas une mauvaise option pour l'abri temporaire de Dieu. Résolu, s'exclame Malfait. J'emménagerai avec lui. L'homme appuie sa main sur la boule magique, qui sert en quelque sorte de portail entre le monde des hommes et le ciel. C'est pourquoi Malfait l'apprécie tant. Au bout de quelques secondes, l'homme brun se retrouve dans le corps d'un jeune homme. Il ouvre les yeux et s'examine. Dieu a besoin de temps pour maîtriser le nouveau corps. Il dirige son regard vers l'avant. Élisabeth se tient en face de Sophia. Cette dernière attend que la blonde s'embarrasse d'une manière ou d'une autre. Les invités rassemblés autour des jeunes aristocrates se taisent. « À la perfection » dit le gars. Il va faire répondre Sophia de ses paroles, si aucun des hommes présents n'en est capable. Le blond s'approche des jeunes aristocrates. « Je ne m'attendais pas à entendre une chose pareille de la part d'une dame bien élevée. » Sophia est choquée et mécontente. Elle ne s'attendait pas à ce que quiconque intervienne. Le vieil homme se tient à côté d'Élisabeth et lance des yeux furieux. Il considère les accusations de Sophia comme infondées. De plus, ils peuvent de nuire à l'estime de soi de la blonde. Élisabeth regarde attentivement le garçon. Son visage lui semble trop familier. La jeune fille gémit et porte la main à sa bouche. La blonde le reconnut. « C'est le même jeune homme qui a aidé à sauver Trigger ?» dit-elle dans sa tête, se souvenant notamment de ce jour-là du vendeur de pain avide et cruel. Élisabeth est surprise. Elle ne pensait pas revoir un jour la blonde. Les autres filles sont également étonnées. « Duc Vanderbilt, alors tu es déjà revenu du champ de bataille ?» La blonde se fige en entendant ces mots. Le jeune homme qui l'a récemment aidé au marché est-il un célèbre guerrier intrépide, défenseur de l'Empire? La jeune fille ne comprend pas vraiment pourquoi il l'a défendu devant Sophia. Le mec sent le regard de la blonde posé sur lui et tourne la tête dans sa direction. Les joues de la jeune comtesse sont rougies. Le jeune homme s'en aperçoit et sourit chaleureusement à Élisabeth, essayant de la calmer et de l'encourager. Il espère vraiment que la blonde n'a pas pris les propos de Sophia au sérieux. Élisabeth a l'air très excitée. L'apparence, les actions et les paroles du duc Vanderbilt lui ont fait oublier la remarque cinglante des commérages jaloux. La jeune fille n'arrive pas à croire que le jeune homme puisse sourire si gentiment. Lors de la première rencontre, il lui parut une personne sérieuse, sensée et même un peu froide. Parubik touche la main d'Élisabeth. « Quoi ?» demande la fille. Elle ne comprend pas. Que fait le duc Vanderbilt et surtout pourquoi? Peut-être qu'il veut dire quelque chose à la blonde ou lui demander de danser. Mais non. Le blond ne veut pas rester avec Élisabeth dans une salle pleine de lâches, de commères et d'imbéciles. Le mec propose à la blonde de se détendre sur la terrasse. Elle est d'accord. Sophia regarde le couple avec de grands yeux. Elle n'arrive pas à croire qu'Élisabeth, dont les petits amis étaient tous des lâches pathétiques, ait été protégée par le duc lui-même. Le blond tourne la tête en direction du rival de la jeune comtesse et dit avec colère « Quant à vous, je vous conseille de ne plus offenser Madame Élisabeth. Je ne serai pas aussi polie la prochaine fois. » Sophia s'effondre au sol. « Comment ça ?» Vanderbilt a non seulement défendu Élisabeth, mais a en fait honte à Sophia devant tous les aristocrates.
Les amis de Sophia ne sont pas pressés de réconforter la jeune fille. Il fallait s'y attendre. Ces filles soutenirent la demoiselle tant que cela leur était profitable. « C'est ça !» s'exclame une des dames. Elle suggère que le véritable amant de Lady Elizabeth était le duc Vanderbilt. C'est pourquoi tous les anciens messieurs ont rompu si rapidement avec la fille. D'autres aristocrates réfléchissent aux propos de la jeune femme. « En effet, dit la dame à la robe violette ouverte, aucun homme ne peut rivaliser avec le duc. » Son ami mentionne le 4e prince. Pourtant, peu de gens prennent ce jeune homme au sérieux. Son charisme est nettement inférieur à celui de son courageux sujet. Les filles n'auraient pas parlé avec autant d'audace de l'héritier du trône si elles avaient su qu'il se tenait à l'entrée de la salle. Le 4e prince serra les dents de colère. Elizabeth et Vanderbilt sont debout sur la terrasse. « Merci, duc, c'est la 2e fois que tu m'aides, » dit timidement la fille. Le jeune homme est un peu confus. Malfait ne savait pas qu'Elizabeth sortait déjà avec le jeune duc. Le patron du bonheur suggère que cela s'est produit lorsqu'Elderberry lui a pris la solution magique. Mais moi, cela n'a plus d'importance maintenant. Dieu dans le corps d'un garçon ne doit pas se comporter de manière suspecte, afin de ne pas se trahir. Le blond dit qu'il ne pouvait tout simplement pas voir la fille se faire insulter. Elizabeth sourit au garçon et dit qu'il est très gentil. Cela ne veut pas dire que les anciennes blondes étaient des morceaux de pain insensibles, mais elle ne défendait pas souvent Elizabeth. En général, une telle bravoure est rare chez les aristocrates. Elizabeth croise les mains et remercie le duc une seconde fois. Elle admet qu'elle-même pouvait à peine contenir sa colère. Le jeune homme se tait. Maintenant, il regarde attentivement la fille. Le cœur de Vanderbilt, ou plutôt de Malfea, bat la chamade. Dieu commence à réaliser à quel point Elizabeth est belle. L'homme aux cheveux noirs n'a jamais été privé de l'attention féminine. De belles déesses le courtisaient assez souvent, mais cela ne débouchait jamais sur une relation sérieuse. Aujourd'hui, l'homme sent qu'il a trouvé l'amour de sa vie, aussi banal que cela puisse paraître. De plus, il présente tous les signes d'être amoureux. Un rythme cardiaque rapide, des joues rouges et des pensées floues. Vanderbilt ne peut quitter Elizabeth des yeux, et la fille le remarque. Elle touche une mèche de ses cheveux et baisse les yeux. « Duke, tu me regardes si étrangement. » Elle est gênée d'en parler. C'est ainsi que Vanderbilt la regardait le jour où se produisit l'incident avec le garçon et le vendeur de pain. Malfait suggère que Trigger et le jeune duc sont liés d'une manière ou d'une autre. Le vieil homme sourit du coin de la bouche. « C'est incroyable. Chaque fois que je te regarde, je réalise à quel point tu es incroyable. » Le blond tend la main à Elizabeth. La jeune fille regarde le jeune homme. Vanderbilt la choque de plus en plus. Au début, il la protège au marché, puis il s'oppose à Sophia, et maintenant il lui avoue presque son amour. Le vieil homme continue. « Je ne peux pas m'empêcher de te regarder. » Elizabeth met ses mains sur sa poitrine. Elle avait entendu cela à plusieurs reprises. Dans le passé, tous les amoureux de la fille lui faisaient beaucoup de gentils compliments. Mais maintenant, tout est différent. Elizabeth estime que les paroles du garçon sont sincères, contrairement à celles de nombreux autres aristocrates. Ils essayèrent simplement de s'approcher de la jeune fille afin de l'embrasser au plus vite. Elizabeth ferme les yeux. Elle est envahie par une vague de sentiments divers. Les sentiments sont pour la plupart agréables. Après quelques secondes, Elizabeth sourit largement. C'est exactement ce qu'elle cherchait. Duke Vanderbilt est la personnification d'un homme idéal aux yeux d'une blonde. Il est beau, intelligent, sincère et modérément romantique. De plus, son statut correspond à celui d'une jeune comtesse. Le jeune homme prend délicatement la jeune fille par la main. Il ne s'attendait pas à une telle démonstration de sentiment. Hein? Cependant, le jeune homme n'est pas non plus pressé d'arracher sa paume de celle d'Elizabeth. Il regarde simplement la fille avec de grands yeux. La blonde porte la main du jeune duc vers sa poitrine. « Mademoiselle Elizabeth ?» demande Vanderbilt en rougissant. La jeune fille regarde le jeune homme dans les yeux et s'adresse également à lui par son nom. Elizabeth demande au jeune homme s'il pourrait devenir son petit ami. « Tu as dit que tu ne pouvais pas me quitter des yeux », ajoute la blonde d'un ton innocent. Le vieil homme se tait. La jeune fille décide de tout prendre en main. « Si c'est vrai, pourquoi ne pas former un couple ?» dit Elizabeth en pressant ses lèvres contre celles du duc. Malfait est choqué. Il ne pensait pas que cela arriverait si vite. Franchement, il ne pensait à rien d'autre qu'à la beauté et à la grâce d'Elizabeth. Mais maintenant, il n'a plus d'autre choix que de répondre au baiser de la blonde. Soudain, le jeune homme ouvre grand les yeux. Il se souvient qu'Elizabeth n'embrassait jamais les garçons auparavant. La blonde touche la poitrine du blond avec sa main. Le gars, incertain, pose sa main sur la taille de la fille. Melphéus se rend compte qu'Elizabeth lui a donné son premier baiser. Après quelques secondes, la blonde relâcha la bouche de Vanderbilt.
Le duc essaye de dire quelque chose, mais cela ne se passe pas bien. Le baiser d'Élisabeth semble lui avoir enlevé la capacité de parler. À la fin, la jeune fille lève les yeux vers le jeune homme et lui sourit gentiment. Élisabeth espère que Vanderbilt assumera la responsabilité de ce qui s'est passé entre eux. « Responsabilité ?» demande le duc. Le gars se sent confus. Il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Vanderbilt, ou plutôt Malfay, semble avoir un problème. Élisabeth sourit au jeune homme et lui dit qu'il peut désormais l'appeler Lise. Auparavant, seul le frère de la blonde avait un tel privilège. Après ces mots, la jeune fille s'empresse de quitter la salle. Farubok dirige son regard vers son reflet dans la fenêtre. D'une part, il ne remarque rien d'inhabituel. Un baiser avec Élisabeth n'a en rien changé l'apparence du duc. Cependant, le problème n'est pas là, mais dans le fait qu'Élisabeth est devenue proche de Malfay et non de Vanderbilt. Seule la fille elle-même ne le sait même pas. Le gars fronce les sourcils. « Diable !» s'exclame-t-il après quelques secondes. Malfay est en colère contre lui-même. Il a dû éloigner les garçons d'Élisabeth, mais cela s'est avéré l'inverse. L'homme serre les dents et lance des yeux furieux. « Comment peux-tu être aussi idiot? Maintenant, Élisabeth sortira apparemment avec le duc Vanderbilt. » Le gars regarde ses mains. Le patron du bonheur est sur le point d'envoyer la malchance sur le corps du jeune duc. L'homme est prêt à tout pour qu'Élisabeth et Vanderbilt ne puissent pas être ensemble. Mais Malfay est arrêté par le cri de Sureau. « Qu'est-ce que tu fais ?» Tel il semble que le dieu de la guerre soit déjà revenu dans la chambre de l'ami. La rousse a l'air très en colère. Malfay réfléchit frénétiquement à ce qu'il doit faire. D'un côté, s'il ne retournait pas au paradis maintenant, Elderberry le tuerait. D'un autre côté, il ne peut pas quitter le corps du duc. Le blond serre les dents et lève les yeux. Mauvaise chose, c'est vrai. Franchement, Malfay regrette déjà d'être descendu sur terre. Finalement, il décide de regagner sa chambre. Vous pourrez vous occuper de Vanderbilt un peu plus tard. Maintenant, l'essentiel est de ne pas irriter encore plus Elderberry. Malfay s'envole dans le ciel et l'âme du duc retourne dans son corps. Vanderbilt semble perplexe. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. La chambre du patron du bonheur. Malfay s'est retourné il y a quelques secondes et, bien sûr, il a vu Elderberry à son bureau. Le dieu de la guerre soupire et dit que c'est aussi de sa faute. Après tout, c'est l'homme aux cheveux roux qui a suggéré à Malfay d'emménager avec un gars et d'avouer ses sentiments à Élisabeth. Le patron du bonheur est heureux que le dieu de la guerre ne se soit pas mis à lui crier dessus. « Savez-vous au moins avec qui vous avez emménagé ?» demande Sureau. Vanderbilt n'est pas seulement un duc. Il est vénéré comme le dieu gardien de l'Empire. La rousse a même béni ce type. Malfay, sortant tout juste un sac de poussière de démon de sa poche, dit qu'il comprend maintenant pourquoi Vanderbilt était entouré d'une aura divine. Le dieu de la guerre tire l'homme par une mèche de cheveux. « Peut-être que dans ce cas, tu ne lui porteras pas malheur ?» demande l'homme aux cheveux roux d'un ton en colère. Après quelques secondes, il retrouve son calme. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que tu étais lui ?» Malfay est embarrassé. Il se demande s'il devrait parler à Elderberry du baiser avec Élisabeth. Le brun a peur que le dieu de la guerre le gronde ou se mette simplement à rire. Après tout, l'homme ose. Il porte la main à son front et dit doucement « Bisous ». Elderberry est surpris. « Hein !» L'homme aux cheveux noirs ne peut se retenir et se met à crier. « C'est moi qui ai sauvé Élisabeth de ces coquins. » Et bien sûr, elle pensait que c'était Vanderbilt. La voix de Malfay est pleine de colère et de désespoir. L'homme dit que c'est pour cela que la blonde a embrassé le duc. Elle a été impressionnée par le courage du garçon. C'est comme si j'avais fait tomber ces deux-là amoureux l'un de l'autre. L'homme aux cheveux noirs soupire bruyamment. On voit qu'il est très mécontent de lui-même. Mais tu ne peux rien faire. Le rouquin, qui se sent réellement coupable du malheur de son ami, lui demande prudemment s'il connaît les conséquences d'être possédé par Dieu. Le Dieu suprême en a parlé dans ses conférences. L'homme aux cheveux noirs agite les mains et répond avec colère qu'il n'a pas assisté au cours. Il a tellement de choses à faire. C'est un autre mensonge. Bien sûr, Malpheus manquait les cours à cause d'Élisabeth et non à cause de son emploi du temps chargé. Elderberry n'est pas surpris. En bref, certains de vos sentiments pour Élisabeth ont été transférés à Vanderbilt. L'homme aux cheveux noirs porte la main à son menton. Il ne le savait pas. Elderberry demande à Malfay s'il comprend comment son action pourrait affecter la vie du duc. Donc, l'homme répond à distance. Malfay note dans son esprit qu'il est impossible de porter malheur à Vanderbilt, un homme béni par le dieu de la guerre. La calèche de la famille Oslet quitte le palais impérial. Élisabeth pose sa main contre la fenêtre. La fille a l'air excitée. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La blonde sent qu'elle a fait quelque chose de mal en embrassant Vanderbilt sans sa permission.
Un tel comportement pourrait éloigner le duc de la jeune comtesse, mais Élisabeth ne pouvait s'empêcher de le faire. À ce moment-là, elle pensa que le destin lui-même l'avait rapproché de Vanderbilt. La jeune fille ne contrôlait pas du tout ses pensées et son corps. White remarque le comportement étrange de sa sœur. Le garçon demande à Élisabeth si elle a parlé au duc Vanderbilt. La fille frissonna. « Quoi? Le comte Oslet l'a-t-il vu avec la blonde? » Eh bien, dans ce cas, Élisabeth ferait mieux de rester seule pour ne pas éveiller les soupçons. « Donc ?» répond la fille. White soupire. « Le duc vient d'une famille célèbre, mais c'est un militaire. » Élisabeth fronce les sourcils. Une fois de plus, son frère s'accroche aux petites choses. Ensuite, l'apparence n'est pas comme ça, puis le statut, maintenant le métier en général. La jeune fille lève les yeux. « Et alors? Il protège le pays? » Cela mérite le respect. White s'empresse de rassurer sa sœur. « Je ne voulais rien dire de tel. » Le gars dit dans son esprit qu'il ne veut pas qu'Élisabeth épouse un militaire. Cependant, Élisabeth n'a pas besoin de le savoir. Sinon, elle cessera complètement de faire confiance à son frère. White plisse les yeux vers la blonde. Il pense au duc Vanderbilt. Le problème est que l'armée non seulement verse le sang des autres, mais participe également à de sales jeux politiques. Et Vanderbilt ne fait pas exception à la règle. White estime que le duc, qui lutte pour obtenir une influence politique, ne sera pas en mesure de faire un bon mari pour Élisabeth. Il est peu probable qu'il lui prête beaucoup d'attention. Fallait de l'empereur. Les aristocrates continuent de boire, de manger, de danser et de s'amuser, et ce jusqu'au matin. Le duc Vanderbilt est toujours debout sur la terrasse. Le gars pense à Élisabeth. Le blond ne comprend pas pourquoi il a avoué à la fille, et l'a ensuite laissé l'embrasser. Il a perdu le contrôle de lui-même très rapidement. Le jeune homme se souvient comment tout a commencé. Lorsqu'il aperçut Élisabeth au marché, elle lui donna l'impression d'être une jeune fille courageuse et désespérée, prête à se battre pour la justice. Cependant, la blonde s'est comportée différemment lors de ce banquet. Il se tenait en la tête baissée et écoutait les insultes de Sophia, sans même essayer de se défendre. Vanderbilt a alors senti qu'il devait défendre la jeune fille, peu importe ce que cela lui coûterait. Le gars ouvre grand les yeux. « Je ne pourrais pas faire autrement. » Les pas de quelqu'un tirent le blond de ses pensées. « Je t'ai dit de prendre soin d'Élisabeth, de ne pas lui avouer, » dit une voix d'homme avec colère. Le jeune homme regarde autour de lui. Derrière lui se tient le 4e prince. Après l'incident avec la jeune comtesse, l'homme a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec son sujet. « Peut-être que je me trompe, Duke ?» il demande. Vanderbilt s'est immédiatement mis à genoux devant l'homme aux cheveux noirs et a baissé la tête. « En aucun cas, Votre Altesse. » Le duc comprend que la communication avec Élisabeth lui a causé beaucoup de problèmes. Le 4e prince perce le duc d'un regard sévère. L'homme aux cheveux noirs a rompu avec Élisabeth il y a quelques mois, mais ses sentiments pour la jeune fille n'ont pas disparu. Le 4e prince ordonne à Vanderbilt de se lever. Pour l'instant, l'homme se tient entre ses mains. Vous devez d'abord découvrir s'il y avait vraiment quelque chose entre le duc et Élisabeth. Quoi qu'il en soit, dans ce cas, l'homme aux cheveux noirs ne veut pas perdre un guerrier aussi courageux et habile que Vanderbilt. Le jeune homme obéit à l'ordre du prince. Il expire et dit qu'il pensait qu'on pouvait faire confiance au blond, contrairement aux autres. Vanderbilt ne comprend pas très bien de quoi cet homme parle. Lui, sans quitter le blond des yeux, commence à expliquer « Quand tu es revenu dans la capitale, je t'ai chargé de veiller sur Élisabeth. » Avant le duc, plusieurs hommes l'avaient déjà fait. Le ton de l'homme brun est calme mais très sérieux, parfois même menaçant. Vanderbilt écoute attentivement l'homme. Le problème était qu'après une semaine de traque, chacun des hommes du 4e prince était tombé amoureux d'elle. Et pour des raisons évidentes, l'homme aux cheveux noirs n'aimait pas ça. De plus, les hommes amoureux ont tout simplement arrêté d'accomplir leurs tâches. Ils ont simplement regardé Élisabeth pendant des jours et n'ont prêté aucune attention à ce qui se passait autour de la jeune fille. Le duc se demande pourquoi Élisabeth se soucie autant du 4e prince. La blonde, à ses risques et périls, décide de l'interroger à ce sujet. « Hein ?» L'homme lève les sourcils. Il juge la question du duc impolie et même insolente. Les sujets ne doivent pas s'immiscer dans les affaires de leurs dirigeants. « Tu es tombé amoureux d'elle aussi ?» Le prince aux cheveux noirs parle ouvertement, car autrement Vanderbilt ne comprendrait pas. Le blond ouvre grand les yeux sous le choc. Le 4e prince ordonne au duc de répondre. L'homme aux cheveux noirs lance un regard furieux. Bien que Vanderbilt soit un excellent guerrier, il commence déjà à agacer l'héritier du trône. La confusion du blond le trahit. Vanderbilt essaie de rassembler ses pensées. Il agrippe le col de sa veste parfaitement blanche avec ses doigts fins. Après quelques secondes, le gars dit qu'il n'a aucun sentiment pour Madame Élisabeth.
Vanderbilt essaya désespérément d'éviter le contact visuel avec le prince pendant qu'il prononçait ces mots. « Je n'ai fait ça que pour protéger la justice », ajoute le blond, se rappelant comment il avait parlé de politesse et de bonnes manières à Sophia. En outre, une image agréable dans laquelle il conduit une blonde à la terrasse revient dans la mémoire du garçon. Le jeune homme sourit gentiment à Élisabeth et lui tint la main. Les invités les ont accueillis avec des regards surpris. Le 4e prince remarque la rêverie du jeune homme et en devine la cause. L'homme ronfle. Bien sûr, semble plutôt sec. L'homme brun ne cache même pas son mécontentement. Il dit au duc d'oublier la course avec Élisabeth. « Quoi ?» demande Vanderbilt. L'homme dit que le soldat sera toujours de retour sur le champ de bataille juste après les vacances. Le duc lève les yeux avec colère. Le jeune homme n'aime vraiment pas la façon dont le 4e prince le traite. L'homme aux cheveux noirs pense-t-il que Vanderbilt est un robot capable de se battre sans repos normal? Tu ne la surveilleras plus, compris? Le prince hausse les sourcils. Le blond dit qu'il a tout compris. Le 4e prince s'en va. Il est temps pour lui de retourner dans la salle vers les invités. Sinon, l'empereur s'inquiétera. Le duc baisse la tête. L'homme aux cheveux noirs a gâché l'humeur du garçon, l'accusant presque de trahison. Mais il lui parlait aussi comme à une sorte de plébéien. Mais maintenant, Vanderbilt s'intéresse davantage à l'attitude du 4e prince envers Élisabeth. Le jeune homme ne comprend pas du tout le cours des pensées du brun. Pourquoi l'héritier du trône surveille-t-il la comtesse? De toute façon, il ne s'intéresse pas à elle. C'est du moins ce que pense le duc. Le garçon pense même à rattraper l'homme aux cheveux noirs et à lui poser des questions à ce sujet. Mais Vanderbilt abandonne rapidement cette idée. Plusieurs jours passent. La chambre de Malfait. Elderberry, d'un ton mécontent, demande à son ami ce qu'il doit faire maintenant. À cause du dieu de la guerre aux cheveux noirs, des problèmes sont apparus. Malfait demande au roux de quoi il parle. Sureau touche la boule magique. Voyez par vous-même. Le patron du bonheur regarde son jouet. Il voit un garçon blond assis à une table et regardant le mur. L'homme le reconnaît rapidement comme étant le duc Vanderbilt. « Quel est le problème avec lui ?» demande l'homme aux cheveux noirs. Sureau explose presque de colère. Il comprend parfaitement que Malfait fait juste semblant d'être un imbécile. Larousse dit que certains des souvenirs de Malfait concernant Élisabeth ont été transmis au duc. Malfait met la main sur la boule magique pour voir quelles informations sur Élisabeth sont apparues dans la mémoire de la blonde. Un homme voit une blonde manger du chocolat. Rien d'inhabituel jusqu'à présent. Puis l'image change. Malfait regarde les servantes resserrer le corset autour de la taille d'Élisabeth. L'homme aux cheveux noirs passe au duc Vanderbilt. Il a l'air déprimé. Elderberry dit que même lui, le patron du garçon, peut voir ses souvenirs. L'homme aux cheveux roux pose ses mains sur la table. L'homme qu'on appelle le dieu gardien du pays s'est enfermé dans son bureau, le nez baissé. Le duc Vanderbilt rappelle désormais à Larousse Malfait lui-même. Lorsque le saint patron du bonheur était obsédé par Élisabeth, il se comportait aussi de manière très étrange. Malfait sort un sac de poussière démoniaque de sa poche et ses yeux pétillent. Peut-être pour lui apporter le malheur après tout. Alors il ne se souviendra même pas d'Élisabeth. L'homme aux cheveux noirs plaisante, mais Elderberry n'est plus du tout drôle maintenant. Tu es toujours l'un des plus grands dieux. Vos souvenirs ne peuvent pas être effacés si facilement. Malfait dit qu'il prendra ça comme un compliment. L'homme aux cheveux noirs propose à Elderberry d'emménager avec le duc lui-même. « Quoi ?» demande Larousse. Malfait dit que le dieu de la guerre pourrait partager ses souvenirs avec Vanderbilt. Ensuite, toutes les pensées concernant Élisabeth quitteront la tête du duc et il pourra vaquer à ses occupations. « Tu n'as vraiment pas écouté la conférence », renifle Sureau. Aucun homme n'est capable de supporter l'obsession de deux dieux. L'esprit de la personne blonde en souffrira certainement. « Bien sûr !» Malfait fronce les sourcils. Il n'aime pas le fait que le blond continue de penser à Élisabeth. À propos de son Élisabeth. Le roux met une main sur sa tête et soupire avec lassitude. Malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de tout laisser tel quel. Le dieu de la guerre admet qu'il est incapable de contrôler cette situation. Quoi qu'il en soit, il est temps pour nous de nous rassembler. Sureau se tourne brusquement en direction de la sortie de la pièce. Malfait est surpris. Vous y allez? Où? Pourquoi? Larousse montre les parchemins. Le patron du bonheur a complètement oublié qu'aujourd'hui est le jour où il faut se présenter au Dieu suprême. Malfait se lève. Sureau jette une serviette sur la tête de l'homme aux cheveux noirs. « Prends une douche, vous sentez ?»« Oui, mère, » dit l'homme en plaisantant. L'homme aux cheveux roux est tout aussi indigné en plaisantant. Maléfait va aux toilettes. Un homme ne veut pas vraiment aller voir le Dieu suprême et lui faire rapport. Le patron du bonheur est en colère contre le Seigneur pour avoir expulsé Élisabeth du ciel.
Le brun lance un regard furieux. Et sans en expliquer la raison à personne, il croit qu'il peut tout faire. Quelle haute opinion il a de lui-même. Domaine Vanderbilt. C'est un immense bâtiment avec plusieurs tours et un toit bleu. Le secrétaire du duc, Kamen, un homme à lunettes, demande comment va le seigneur. La servante et le majordome regardent dans la chambre du duc et disent tranquillement au secrétaire que rien n'a changé. Vanderbilt regarde le mur. Après son retour du festin, il ne mangea pas. Le blond s'énerva, des cernes apparurent sous ses yeux. Le garçon lui-même suppose déjà qu'il a perdu la tête. Et la raison en est Elisabeth. Vanderbilt n'a rencontré la fille que 2 fois, mais pour une raison quelconque, des souvenirs aléatoires liés à elle continuent de surgir dans sa tête. Il voit comment elle se réveille, comment elle brode, etc. Le garçon porte la main à son front et soupire. Il dit au 4e prince qu'il n'avait aucun sentiment pour la jeune fille. Mais ensuite, comment expliquer ces étranges souvenirs? Quelqu'un frappe à la porte. « Entrez !» dit Vanderbilt. La secrétaire entre dans la pièce. « Je suis désolée. » Vanderbilt demande à l'homme ce qui s'est passé. Le secrétaire s'approche du bureau du jeune duc. « Je m'inquiète pour toi. Peut-être devrions-nous appeler un médecin ?» Les paroles du secrétaire sur l'excitation sont sincères. En général, tous les serviteurs du domaine aiment leur maître. L'homme blond lève les yeux vers l'homme et dit que tout va bien pour lui. Sa condition physique est normale. Le duc a une question à poser à son secrétaire. « Je t'écoute, » dit l'homme. Vanderbilt croise les mains et dit que l'image de la même personne ne cesse de surgir dans sa tête. Le garçon se demande à quoi cela pourrait être lié. Nous parlons d'Elisabeth.